À quoi peuvent ressembler les dirigeables modernes et à quoi servent-ils? Aujourd'hui, les dirigeables de transport, de passagers et mixtes sont capables de remplir de nombreuses missions. Les modèles de grande capacité, dotés d'une longue autonomie, sont indispensables pour transporter des charges lourdes, volumineuses ou en grande quantité, tout en maintenant des coûts spécifiques faibles. Ils sont parfaitement adaptés au travail dans des zones isolées. Il existe des restrictions et où le transbordement entre différents types de transport est impossible. Les hôpitaux roulants sont conçus pour fournir une assistance médicale dans des régions difficiles d'accès ou en zone de catastrophe, assurant une aide rapide et efficace. Les dirigeables de croisière ouvriront une nouvelle niche dans le tourisme en offrant une façon unique de combiner un vol paisible avec des vues panoramiques. C'est l'occasion de vivre et de voyager dans une station mobile au sein de l'espace aérien. Les dirigeables peuvent également être utilisés comme entrepôts aériens, assurant la gestion des commandes en ligne et la livraison des marchandises aux destinataires à l'aide de drones. Une série de dirigeables atmosphériques d'observation est conçue pour la surveillance et le contrôle des frontières, des activités économiques et des situations d'urgence. L'interconnexion de différentes unités en cellules globales permet de couvrir de vastes territoires avec un réseau d'observation en temps réel. Enfin, les dirigeables stratosphériques. Ce sont des appareils de communication, d'observation et de surveillance, ainsi qu'une alternative aux satellites et aux systèmes de positionnement. Les dirigeables modernes sont capables de répondre aux besoins des niches commerciales et sociales sur des itinéraires locaux et mondiaux. Ils peuvent s'adapter aux régions d'utilisation et aux demandes des utilisateurs issus des secteurs corporatifs, privés ou publics. Bonjour à tous, chers amis. Je suis heureux de vous accueillir à notre webinaire de clôture du projet Dirigeable de nouvelle génération. Comme toujours, je suis avec vous, Gennady Babanin, et aujourd'hui, nous allons tenir notre dernier webinaire de l'année. Aujourd'hui, nous allons adopter un format un peu inhabituel. Nous essayons quelques nouveautés, des petites astuces. Alors n'oubliez pas d'écrire à la fin du webinaire ce que vous pensez de ce format. Si cela vous plaît, disons-le ainsi, nous essaierons d'inviter d'autres intervenants à l'avenir. Nous aurons aujourd'hui plusieurs participants, mais avant de commencer, je vais vous demander, comme d'habitude, d'écrire un commentaire dans le chat, de nous dire si vous nous entendez et nous voyez bien, et ensuite nous commencerons. Je vous demanderai également, si ce que nous faisons vous parle, de bien vouloir partager le lien de cette diffusion afin que davantage de personnes puissent découvrir, regarder et en apprendre plus sur ce que nous faisons. Je tenais également à ajouter qu'aujourd'hui, comme je l'ai déjà mentionné, le format a quelque peu évolué. Il y aura donc plusieurs participants présents avec nous. L'un d'eux est Fedor Konstantinov, directeur technique de la société Aeronova, que vous connaissez bien. Et nous aurons également Vadim Zubkevich, apparu à plusieurs reprises dans nos émissions, ainsi qu'un nouvel invité spécial qui n'est pas souvent apparu à l'écran chez nous. Il s'agit de Vitaly Turin, qui est le responsable de la partie production de notre développement de la nacelle pour le dirigeable Nova 2. Aujourd'hui, il sera également avec nous à l'antenne. Il passe beaucoup de temps sur notre site de production et nous avons justement saisi l'occasion pour l'inviter et en apprendre davantage sur la façon dont se déroulent nos processus de fabrication. Une annonce importante aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui le 26 décembre, ce qui signifie que demain, le 27 décembre, nous passerons à une nouvelle étape d'investissement. Demain, exactement à minuit, nous passerons de la deuxième à la troisième phase d'investissement. Donc, si vous suivez attentivement le projet depuis un certain temps déjà, et si vous cherchiez le bon moment pour nous rejoindre, sachez que c'est le moment idéal pour le faire. En effet, dès demain, les conditions de l'étape d'investissement seront modifiées et le prix des parts augmentera. L'offre restera tout aussi attractive, mais aujourd'hui est vraiment le meilleur moment pour nous rejoindre. Et une autre activité, avec l'équipe, nous avons décidé d'organiser un petit jeu interactif et de vous préparer quelque chose d'intéressant. Dans la description de cette diffusion, vous trouverez 3 liens menant à des vidéos que nous avons préparées auparavant. Nous y avons consacré beaucoup de temps et d'efforts et nous aimerions qu'il y ait un peu plus d'activité là-bas. Afin de réaliser cet objectif,
Nous avons placé 3 liens ainsi que des questions relatives à ces vidéos. Il vous suffira tout simplement de prendre le temps de cliquer sur l'un de ces liens, de regarder la vidéo jusqu'au bout et de répondre à la question posée spécifiquement pour cette vidéo. Une fois que les festivités de fin d'année seront terminées, très probablement le 12 janvier, nous ferons le bilan complet, choisirons le commentaire le plus intéressant et le plus réfléchi et nous vous enverrons quelques cadeaux. Nous sélectionnerons les 10 commentaires les plus intéressants et vous enverrons un coffret cadeau personnalisé, comme je vous l'ai mentionné précédemment lors de notre échange. Qu'y aura-t-il dedans? Je vais vous montrer un peu. Tout d'abord, il y aura des articles de merchandising de la part de Solar Group et de la société Aeronova. Il y aura ce genre de t-shirt, mais comme c'est l'hiver en ce moment, ce ne sera pas très utile, mais à la maison, vous pourrez le porter. Il y aura aussi un hoodie confortable, plus adapté pour les fraîches soirées d'hiver, pour vous garder bien au chaud tout en vous rappelant que vous faites partie de ce magnifique grand projet et de cette exceptionnelle grande aventure. Et il y aura aussi toute une série de supports marketing et de présentations, ainsi qu'une enveloppe spéciale comme celle-ci. Il s'agit d'un produit souvenir exclusif que nous n'avons pas encore annoncé auparavant, donc je ne vais pas vous la montrer tout de suite. Et justement, les premiers gagnants qui participeront à cette activité pourront recevoir directement chez eux ce petit souvenir, disons-le ainsi. Voilà, quoi d'autre? Il me semble que c'est tout. Encore une fois, concernant les conditions, dans la description, il y a 3 liens vers des vidéos, il faut les regarder et en fonction de la question qui concerne chaque vidéo, écrire une réponse détaillée. Le 12 janvier prochain, nous résumerons l'ensemble des résultats, nous sélectionnerons avec soin le commentaire le plus intéressant, prendrons contact avec vous et désignerons les gagnants. Voilà, il me semble que c'est tout pour le moment, donc je pense que nous pouvons maintenant faire une petite pause d'1 minute environ. Nous allons inviter nos invités, les installer, et pour que vous ne vous ennuyiez pas du tout, nous allons diffuser l'une de nos vidéos. Alors ne changez surtout pas de chaîne, nous reprenons l'antenne très bientôt. Bonjour à vous tous, mes très chers amis. Vadim Vassilievitch. Bonjour. Bonjour à tous. Vitaly Lvovitch. Eh bien, désormais, l'année 2025 touche à sa fin. Oh, il s'avère que nous avons pleinement travaillé pendant l'année 25 et à l'approche de sa conclusion, à l'approche des fêtes, j'aimerais qu'on s'assoie pour discuter de ce qui s'est passé, de ce que nous avons accompli et de nos projets pour l'avenir. C'est justement concernant les plans que nous avons commencé à tout élaborer de manière très détaillée. Au début, il était difficile d'établir des prévisions précises, car Vadim Vassilievitch, notre ingénieur en chef du Derzabny 2, n'avait posé que les bases du concept initial, et les plans étaient esquissés à grands traits. Mais maintenant, tout a été travaillé dans les moindres détails. Chaque aspect est désormais devenu clair et compréhensible. Vadim Vassilievitch, devrions-nous parler des plans futurs ou de ce qui a déjà été fait? Je ne sais pas vraiment, parlons plutôt de ce qui a été fait globalement. Si on se remémore l'année, justement hier, je feuilletais les photos de mon téléphone et je me suis rendu compte qu'il y a exactement 1 an, nous n'étions pas encore pleinement installés dans ce bureau. Autrement dit, nous avons eu le temps d'occuper un bureau, de construire le dirigeable Nova 01, de faire beaucoup de choses pour le Nova 02, de poser les bases d'un programme pour l'avenir et de déménager. Maintenant, nous vous appelons depuis le nouveau bureau, depuis le nouveau studio. Revenons ensemble sur l'année 2025. Quels pourraient bien être les principaux résultats à retenir? Nous avons commencé par établir un certain programme, une feuille de route précise, sur la façon dont nous allions accroître progressivement la taille de nos dirigeables, en passant à des modèles spécifiques de plus en plus porteurs et particulièrement demandés. Et à la première étape, nous avons décidé que ce serait le dirigeable Nova 2, un modèle 6 places. Mais lorsque nous avons commencé à le concevoir, de nombreuses questions sont apparues nécessitant des vérifications expérimentales. C'est pourquoi nous avons réagi dès la fin de l'année 2004, décidant qu'avant même que le Nova 2 ne vole, nous ferions voler son modèle réduit à l'échelle 1,2,5. D'un volume de 132 mètres cubes, nous l'avons appelé Nova 01. Nous avons construit ce dirigeable assez rapidement. Il a volé, si ma mémoire est bonne, en mai, il me semble, non? Nous avons compté hier, oui, il s'est écoulé environ 4 mois depuis le moment où nous avons passé la première commande. C'est David qui a commandé des hélices tripales en Amérique, et exactement 4 mois plus tard, quand elles sont arrivées, elles étaient l'élément final. Pendant qu'elles étaient en route, nous avons justement fait tout le reste. Nous avons conçu l'enveloppe, acheté les moteurs, et il s'est avéré que les éléments les plus fondamentaux et cruciaux que nous avons pu tester sur le dirigeable Nova 01, c'est bien sûr le système de contrôle. Il y avait là une nouveauté particulièrement intéressante,
L'intégralité de l'échange des informations se fait chez nous par fibre optique. Et cette technologie spécifique a ensuite été transférée sur le dirigeable Aerolet, et cette même technologie innovante sera également utilisée sur le futur dirigeable Nova 2. Nous avons également conçu et perfectionné, disons, la détermination de l'orientation à l'aide de capteurs GPS qui sont placés à une distance relativement importante. Un bloc est situé tout près de la proue, l'autre près de la poupe, ce qui fait que la base entre eux est d'exactement 14 mètres, alors que la longueur totale du dirigeable est de 17 mètres. Et tout ce système s'est révélé très efficace. Cela signifie donc que tout ce que nous avions calculé s'est pleinement confirmé. Le dirigeable Nova 01 volait de manière stable, obéissait au pilote, était bien équilibré et de nombreux décollages et atterrissages ont été effectués avec succès. Et même pour nous, c'est ce qui fait la grande particularité du dirigeable Nova 2. Il possède la capacité unique de venir s'accoster tout seul, sans l'aide d'une équipe au sol, à un mât d'amarrage bas, en venant se fixer directement à une ancre grâce à un système de dispositif d'amarrage situé sur la partie inférieure de la nacelle. Cette technologie sera utilisée sur tous les dirigeables suivants, sur Nova 2, sur Nova 8, sur Nova 35. Et elle a été testée pour la toute première fois sur le dirigeable Nova 01. Il a été démontré qu'en principe, le pilote, ici un pilote externe, peut en toute sécurité atteindre le point d'amarrage et s'y amarrer sans l'aide d'une équipe technique au sol. Oui, la seule chose à noter, c'est que le verrou a fonctionné, le vol stationnaire a réussi et la dynamique même de l'approche et de l'accrochage a marché, mais bien sûr, il y a eu quelques problèmes. On a constaté que le désamarrage était un peu difficile, il fallait donner une impulsion dans la direction opposée, donc la géométrie du verrou sera légèrement modifiée, mais dans l'ensemble, le concept a fonctionné à tel point que Dimitri Sergueïevitch Fomili l'a appliqué à son propre aérolait, oui. Eh bien, et donc, l'année 2025 a été placée sous le signe du dirigeable Nova 2, car c'était notre projet principal et majeur de l'année. Nous voulions y intégrer énormément de nouveautés, en particulier expérimenter une toute nouvelle technologie de fabrication pour la nacelle. Vitali Lvovitch va en parler plus en détail. Cela est lié au fait que nous luttons pour réduire la masse. Après tout, ce dirigeable de 2000 mètres cubes en version drone doit transporter 500 kg sur 500 km et en version pilotée être un 6 places avec une grande autonomie. Il doit donc être léger. C'est pourquoi sa structure aéronautique est classique, conçue comme telle. Je laisse Vitali Lvovitch, concepteur principal de notre gondole, expliquer pourquoi nous avons choisi cette technologie. Vitali Lvovitch, dites-nous en plus, s'il vous plaît. Vous pouvez d'ailleurs montrer les différentes parties. Bonjour à tous. Alors, comment en sommes-nous arrivés précisément à mettre au point cette technologie particulière? En réalité, il s'agit d'une méthode de fabrication devenue tout à fait standard et courante pour les kits d'avion. On découpe en utilisant des machines de pointe extrêmement modernes et performantes, au laser ou sur des machines CNC, ce qu'on appelle une nervure, puis, à l'aide de presses industrielles pourtant très simples, on parvient à la transformer en un élément structurel qui est déjà suffisamment rigide et solide, désormais doté de rebords, de renforts, de plis spécifiques et de tous les éléments techniques nécessaires. C'est ça le savoir-faire. Cet élément est fabriqué à partir d'un seul moule, c'est-à-dire que deux opérations sont réalisées en une seule. Vitali Ivanovitch, il me semble qu'il y a le nom du concepteur de cette technologie, n'est-ce pas? Vous l'aviez mentionné? Eh bien, en fait, ce phénomène se manifeste également chez nos alliés et nos amis les plus proches, tout comme chez nos adversaires les plus directs. C'est une réalité bien concrète. C'est en fait une technologie américaine avancée que nous avons simplement adoptée et que nous commençons désormais à mettre en œuvre ici, déjà au sein des grands dirigeables Nova 2. Avant cela, plusieurs séries d'avions ont été construites, y compris les CA-650 et 750, et nous avons réalisé notre propre avion conçu selon la même technologie, c'est-à-dire qu'en principe, elle est déjà éprouvée. Des milliers de ces avions volent à la bas. C'est pourquoi, pour cette partie, nous sommes en fait tout à fait tranquilles. Ici, dans notre production, nous avons pratiquement tout ce qu'il faut pour fabriquer, y compris des machines-outils de haute précision. Et surtout,
Les gens, c'est-à-dire les personnes compétentes et qualifiées. Oui, Vitali Ivanovitch, attends. Alors, dans quel mois avons-nous commencé tout cela à Liubertsy, sur ce site industriel? Oui, là où nous étions. À quel mois avons-nous commencé à préparer sérieusement la production? Eh bien, il faut savoir que nous avons commencé à tout déblayer vers le mois de juin, plus précisément entre fin mai et début juin. C'est à ce moment-là que nous avons commencé à préparer activement la production, petit à petit, en partant d'un endroit qui était alors presque un simple entrepôt. Cet espace est devenu en somme une unité de production véritablement moderne. Il existe des machines universelles, voilà, et nous avons donc fabriqué des tables de travail, construit une cabine de peinture complète, parce qu'il est nécessaire de peindre les pièces, de les recouvrir soigneusement d'un apprêt spécial de protection, car nous possédons un bac-caisse spécifique dans lequel il y aura de l'eau, et dans cette eau, toutes sortes de bactéries peuvent apparaître avec le temps. Il faut donc la nettoyer régulièrement avec des produits chimiques adaptés. Et pour éviter que le duralumine ne puisse se corroder, nous avons fait tout cela. Nous allons donc tout apprêter avec un apprêt spécial résistant. Je voudrais rappeler un peu qu'au départ, lorsque nous avons commencé le projet, nous avions l'intention de le développer en large coopération au niveau national. Et pour la nacelle, nous avions alors invité mon bureau d'études SKBS et ils avaient commencé à concevoir la nacelle en fonction de leur équipement et de leur processus technologique. Et bien sûr, avec un ensemble de machines, d'outils, de compétences, d'expériences et de vision, la nacelle peut être réalisée, par exemple, soudée en tube ou en composite. Il y a vraiment beaucoup d'options. Et alors, nous avons passé 2 étapes avec eux selon le contrat, et c'est justement à la 3e étape, celle de l'élaboration du projet technique, que nos chemins se sont séparés. Oui, il y a eu certains désaccords, et tout cela a justement retardé nos délais à ce moment-là. On a décidé de tout développer à la main, et c'est quand Vitali Lvovitch est apparu et a dit « Les amis, on va assembler cette gondole à partir de Gnutix ». Je ne connaissais pas le mot Gnutik à l'époque, alors j'ai demandé à Vitali Lvovitch « Est-ce un Gnutik ?» Eh bien, ce n'est pas exactement cela. C'est en réalité une nervure spécifique, fabriquée avec soin à partir d'un moule. C'est une technologie issue de l'industrie aéronautique tout à fait classique. Simplement, nous l'avons modernisée pour l'adapter parfaitement à nos conditions de travail, non pas pour un atelier d'usine standard, mais pour des conditions opérationnelles bien moins complexes. C'est précisément pourquoi nous fabriquons les moules à partir de matériaux nettement plus abordables et moins onéreux, ce qui nous permet de réduire considérablement les coûts globaux et d'accélérer la cadence de production, c'est-à-dire sans équipement technique aéronautique complexe, mais en obtenant en principe exactement les mêmes pièces. Oui, mais comme il l'a bien dit, il faut des personnes expérimentées qui l'ont déjà fait. Nous avons récemment publié une vidéo, et là, sur YouTube, quelqu'un a commenté « Eh bien voilà, l'oncle Vassia, avec son maillet, comme toujours chez nous, une seule personne fait tout pour tout le monde. » Premièrement, ils ont deviné le prénom, Vassili Mikhailovitch travaille bien ici, et deuxièmement, je veux vous dire, pour ceux qui ont travaillé dans de grandes usines, tout cela est parfaitement clair. Pour ceux qui n'ont jamais travaillé dans ce domaine, cela peut effectivement ressembler à l'oncle Vassia, avec son maillet. Quand j'ai commencé ma carrière, je travaillais alors au GKMPZ du nom de Krounichev, dans l'atelier 76, où l'on s'occupait des conduites. Moi, je travaillais sur les petites conduites. Elles étaient cintrées à l'aide d'outils manuels ou même entièrement à la main. Il s'agissait de diamètres allant jusqu'à 12 mm, et à côté travaillaient les ferblantiers. Sur les fusées, et là il s'agissait de fusées comme la Proton même, le Mangara. Les blocs d'accélération, c'est une technologie spatiale de pointe, c'est une usine spatiale. Et une usine spatiale, c'est la plus haute école d'ingénierie et de production. Donc là-bas, les ferblantiers fabriquent donc des collecteurs et des tuyaux à partir de ce diamètre-là jusqu'à des diamètres bien plus grands. Ils les fabriquent à partir de secteurs qui sont préalablement emboutis. Ensuite, à partir de ces secteurs, ils les ajustent au maillet pour la soudure, soudent un joint, puis les ajustent à nouveau et soudent un grand joint. C'est ainsi qu'à partir de ces pièces, ils assemblent d'énormes collecteurs spatiaux acheminant le carburant au moteur. Au XXIe siècle, tout se fait encore comme ça, et personne ne peut faire plus précisément que ces gars-là. Eh bien, c'est à la fois un avantage et un inconvénient, car quand les gens vieillissent, les jeunes n'ont pas forcément le temps d'acquérir toute l'expérience nécessaire.
Et justement, chez nous, ce sont précisément ces personnes-là, comme Vassili Mikhailovitch et Victor Louev, qui fabriquaient une très grande multitude de ces différents éléments complexes et savent exactement comment frapper avec le maillet pour que tout s'ajuste parfaitement. Bien sûr, à l'avenir, quand tout passera en maintenance technique, peut-être que les technologies changeront et qu'il y aura alors une toute autre approche globale. Mais lors du prototype, nous avons eu de la chance. Vadim Vassilievitch a dit « En 1925, notre meilleure acquisition fut Vitali Lvovitch avec son équipe. » Vadim Vassilievitch, te souviens-tu du mois où on a débuté le travail sur la nacelle et quand elle fut achevée? Non, nous avons travaillé sur la nacelle toute l'année à partir de 1924. C'est juste que nous avons traversé plusieurs étapes. C'est-à-dire que la première nacelle, bien sûr, était soudée à partir de tubes avec des coques en plastique, mais Vitali Lvovitch nous a convaincus au printemps 1925 que pour un prototype, cette technologie était préférable. Et regardez bien, la nacelle Nova 2 est une structure imposante de 7 mètres de long. Elle fait environ 1,50 m de haut et en largeur au mètre beau, c'est à peu près 1,7 m. D'après la modélisation en 3D très détaillée que nous avons du dirigeable, toute l'ossature, une fois assemblée, pèse au total 150 kg. C'est-à-dire, vous pouvez facilement l'imaginer, il s'agit là d'une véritable structure aéronautique précise. Autrement dit, elle est assez légère. Oui, il manque encore beaucoup de choses. Il n'y a pas de vitres, pas de portes, pas de revêtements, pas d'intérieur. Mais le fait que nous puissions respecter la limite de poids fixée où nous avions 300 kg pour toute la nacelle, je pense que nous y parviendrons, bien sûr sans le groupe motopropulseur, et même que nous ferons un peu plus léger encore. J'aimerais y croire. Puisque, Fedor a mentionné le groupe motopropulseur, nous avons également eu plusieurs itérations à ce sujet, c'est-à-dire que nous avons fait plusieurs versions de la façon dont cela serait réalisé et enfin, nous sommes arrivés à la conception finale qui a convenu à tout le monde sur tous les plans. Elle a convenu à tout le monde jusqu'au point où nous avons installé une hélice dans un anneau pour augmenter significativement la poussée sur place afin que le dirigeable puisse décoller plus facilement. Nous avons donc étudié plusieurs variantes d'hélices en anneau et finalement, 2 options ont été retenues. Et pour les comparer, nous avons fabriqué ces mêmes hélices en utilisant l'impression 3D à l'échelle 1:5, puis nous avons effectué des essais. Une des conceptions a remporté la victoire et elle sera désormais mise en œuvre dans la nouvelle centrale électrique. Pour cette conception, il a fallu écarter un peu les hélices. Désormais, la distance entre les axes des hélices ne sera plus de 3,5 mètres, mais de 4 mètres. Il a fallu retravailler un peu la conception, agrandir les roulements, les espacer, et nous avons élargi les joues principales du réducteur qui seront fabriquées à partir de plaques d'aluminium usinées, donc le travail avance. Les gars, le travail avance, nous croyons fermement qu'en 2026, nous ferons enfin décoller le dirigeable, et ici, ce dirigeable sera bien plus perfectionné que ce que nous aurions pu construire lors de la première étape. Car nous avons traversé plusieurs itérations et à chaque fois, nous sommes arrivés à une conception plus optimale. J'espère que ce sera l'un des meilleurs dirigeables de cette catégorie. Nous y croyons fermement. Bien sûr, ce sera le cas. Vitali Lvovitch, avez-vous compté le nombre de pièces qui composeront la nacelle? La partie avant a 287 pièces. Au total, il y a environ 500 pièces différentes à votre disposition, incluant des équerres, diverses pièces d'assemblage spécifiques, ainsi que de nombreux autres éléments. Donc on dénombre à peu près 500 unités, voire même plus si l'on considère chaque petit accessoire nécessaire pour finaliser la structure de votre projet. Parce que le nombre de pièces n'est pas encore défini, la conception n'est pas terminée, il reste à faire, donc le nombre de pièces augmentera, tandis que le poids, pensais-je, va diminuer. Oui, je dis ça simplement pour que le spectateur comprenne à peu près la complexité du travail. Ce n'est qu'au printemps que nous avons décidé d'adopter cette technologie. Et déjà, autant de pièces ont été conçues, ainsi que les outillages pour les fabriquer. Les outillages ont déjà été fraisés, ajustés, et bien sûr, ce n'est pas du premier coup, nous avons eu de nombreuses itérations. Vitali Ivanovitch peut l'expliquer, ou je peux le faire moi-même, pourquoi cela se produit, et tout le monde devrait le comprendre. Quand on plie le métal, il se redresse un peu en revenant en arrière. Tu avais prévu un certain rayon, tu as tapoté, et finalement le rayon n'est pas celui qu'il fallait, même quand on tombe juste à un dixième près. Il y a beaucoup d'itérations, fabrication, 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 et puis hop, on réussit à obtenir une pièce simple par exemple. Ensuite, on s'attaque à une pièce complexe où il y a plusieurs pliages qui arrivent sous différents angles.
Et maintenant, tout en est au stade où tout l'outillage est déjà développé et après, il ne reste plus qu'un travail purement mécanique. L'outillage pour la machine, il y a un ajustement manuel à faire. Regardez la vidéo, s'il vous plaît, on l'a publiée la semaine dernière, moi, je crois, sur la production, justement, là où j'ai dit, il y a eu un commentaire d'un certain oncle Vassia avec un maillet, tout y est, c'est très clair. Comment les pièces de la nacelle vont-elles être fabriquées et quand allons-nous la terminer selon notre plan? Eh bien, elle sera tout à fait prête d'ici l'été. La structure principale sera entièrement terminée et nous commencerons alors progressivement à l'équiper, c'est-à-dire à installer les blocs, pour l'instant sans la version pilote, à procéder à la pose des câbles et à essayer de la mettre enfin en marche. C'est-à-dire que, selon notre plan interne que nous venons d'établir, nous voulons avoir un dirigeable entièrement assemblé d'ici septembre, prêt pour la première sortie, afin que nous puissions le tester en vol avant l'arrivée du froid et des vents forts. Pour l'instant, ce sont nos plans, et nous allons tout faire pour les respecter, pour ne pas échouer, pour ne pas nous décevoir les uns les autres, et pour que le dirigeable prenne son envol et se montre sous son meilleur jour. En parallèle, bien sûr, nous travaillerons aussi sur une version pilotée, c'est-à-dire que nous avancerons également sur la nacelle habitée, mais le tout premier vol sera celui du dirigeable sans pilote. Oui, il y a encore beaucoup de choses qui ne sont pas prêtes, les ouvertures, l'habitacle et tout le reste, mais ce n'est pas nécessaire pour ce que nous appelons le laboratoire volant interne, soit le Nova 2 sans pilote, lesté et en vol, avec exactement le même système de contrôle que le Nova 01, c'est-à-dire soit un pilote à distance, soit un pilote externe, soit un pilotage entièrement autonome. Il y a encore des débats à ce sujet. Allons-nous modifier cette même nacelle pour la rendre pilotable ou non? Il y a aussi différentes compréhensions. Pour certains, pilotable signifie entièrement piloté avec un cockpit. Pour d'autres, cela veut simplement dire qu'on a équipé la place du pilote et qu'il vole lui-même, et ce sera comme ça. Quant à savoir si cette nacelle sera modifiée pour devenir une version de combat complète, avec un cockpit, des passagers et tout le reste, nous verrons bien. Pour l'instant, l'opinion qui prédomine actuellement est qu'il faut la laisser en tant que laboratoire volant et poursuivre activement les essais de transmission électrique, de systèmes de propulsion hybride, etc. C'est très probablement ce qui finira par se produire. D'ailleurs, Vitali Lvovitch montre ici une pièce, c'est une pièce de l'empennage. Est-ce que nous allons fabriquer l'empennage selon la même technologie? Là, ce sera une technologie de nature mixte. Les surfaces de gouverne mobile seront fabriquées selon cette technologie précise. Mais pour la structure même de l'appareil, nous sommes actuellement en train d'y travailler. C'est déjà la troisième itération. Nous ajustons chaque détail avec soin. Nous recherchons la meilleure manière de procéder, tout en prenant en considération les capacités de notre production actuelle, afin de sous-traiter le moins possible, disons-le ainsi. C'est pourquoi nous travaillons activement en ce moment sur l'empennage. Je pense que nous serons déjà en mesure de commencer les opérations d'assemblage en janvier de l'année prochaine de la structure du caisson, le corps du caisson lui-même, ainsi que l'ensemble de la nacelle. Et, en parallèle de ces activités, nous poursuivrons activement les travaux de conception de l'empennage arrière. C'est-à-dire que l'un n'exclut pas l'autre. Mais si je comprends bien, les gouvernes sont conçues pour cet empennage, pas vrai? Oui, les gouvernes seront réalisées selon une technologie rigoureusement identique. Et avec quoi allez-vous finalement les recouvrir? Pour la réalisation de la couverture, nous avons à notre disposition deux options techniques et nous allons essayer les deux. Des tissus en polyester, chacun conçu selon une technologie différente, soit comme on recouvre traditionnellement les avions avec de la colle spécifique, on colle, on coude soigneusement sur les nervures et ainsi de suite, soit selon une méthode alternative où on l'enfile simplement comme une chaussette et on tend le tissu autant qu'il est possible. Il existe une couverture manuelle et une autre qui utilise la rétraction du tissu. C'est un tissu thermorétractable. Il est repassé, disons, avec un petit fer à repasser et un peu d'émaillitique. C'est la technologie standard utilisée dans l'aviation pour recouvrir justement les ailes et les gouvernes. Nous allons essayer de l'appliquer ici aussi, sur le dirigeable, car une surface de contrôle reste une surface de contrôle, que ce soit sur un avion ou ici. Mais il existe un avis alternatif. Donc, nous allons explorer ces deux options. Mais nos gouvernes ne sont pas tout à fait ordinaires.
Disons qu'elles ont un moment de charnière réduit, c'est ce que les spécialistes en aérodynamique nous ont proposé et calculé. Nous voulons réduire les charges sur les servomoteurs de gouverne afin de pouvoir les utiliser. Encore une fois, nous luttons pour le poids. Tout cela, pourquoi nous luttons pour le poids? Autrement dit, nous voulons utiliser des servomoteurs de gouverne plus légers qui développent moins de force, et c'est pourquoi les spécialistes en aérodynamique ont travaillé pour que les moments de charnière soient plus faibles et que ces servomoteurs suffisent. Et quelle était la particularité des gouvernes? Peut-on en parler? Est-il possible de les déployer? Elles seront, disons, quelque peu concaves, en quelque sorte. En raison de certaines particularités aérodynamiques, elles ne seront pas bombées, mais un peu concaves. Dans ce cas, le moment de charnière sur le volant se trouve considérablement réduit. Une fois de plus, notre objectif est que notre stabilisateur ait un poids individuel de 45 kg chacun. Et sachant que le stabilisateur fait 16 mètres terroirs, ce qui nous amène à conclure mathématiquement que le poids total du stabilisateur assemblé est bien inférieur à 3 kg. C'est un excellent indicateur, ce sont d'excellents résultats pour de telles dimensions et nous faisons absolument tout pour y parvenir. C'est pourquoi nous choisissons les options techniques de construction les plus légères ainsi que les revêtements les plus légers possibles. Pour mieux comprendre, combien de kilos par mètre carré pèse une structure aéronautique? Cela dépend de la vitesse. Je pense qu'il en faut environ 5 à 6 pour les ailes. Je n'ai tout simplement pas les données sous la main. Je ne me souviens pas combien pèse l'aile d'un avion comme l'AN-2, qui a aussi un bord d'attaque rigide et un revêtement souple, mais je pense que c'est pas moins de 6 kg par M2, donc la nôtre est plus légère. Il y a certaines limites, c'est-à-dire qu'on ne peut pas descendre en dessous d'un certain seuil, car un matériau trop fin commence simplement à perdre sa stabilité, même avec une tension du revêtement. Et c'est pourquoi, moins de 3 kg par mètre carré, je considère que c'est un très bon indicateur. Vladimir Vassilievitch sur le dirigeable AU-30, notre stabilisateur était bien plus lourd. Comme le dirigeable était plus grand là-bas, le stabilisateur faisait environ 25 mètres, voire même un peu plus. Il pesait 93 kg, un fois entièrement assemblé, recouvert de sa structure, avec tous les câbles installés et les servomoteurs de gouverne en place, soit environ 3,5 kg. C'est pourquoi nous allons franchir un nouveau pas en avant, réaliser une structure plus légère, plus élégante, mais qui sera en même temps véritablement belle. Elle aura une apparence très belle, très élégante. On peut déjà admirer le modèle 3D dès maintenant. Le dirigeable a une apparence assez intéressante. Peut-être qu'il n'est pas aussi futuriste qu'un aérolait, mais c'est en revanche un schéma fiable, éprouvé et classique. Chaque structure bien conçue possède une apparence esthétique. C'est mon avis. Si un appareil est esthétiquement beau, cela signifie qu'il volera correctement. Oui, il y a quelque chose de vrai là-dedans. Quant à l'aérolais, il s'est avéré en réalité plus complexe que le Novi 01. Pour le Novi 01, Vadim Vassilievitch, pour ainsi dire, a distribué les tâches, les découpeurs ont fait la découpe, la fabrication de l'enveloppe a été externalisée, nous l'avons commandée, l'enveloppe a été découpée, soudée rapidement, puis un ou deux ingénieurs ont créé toutes les empennages, les gondoles, etc. Tout était simple et clair. Les systèmes VGS, eh bien Dima a lui-même conçu le système de contrôle. En gros, 1, 2, 3, et c'était assemblé. Bon, il y avait un peu plus de monde qui travaillait dessus que sur l'aérolais. Et pourtant, il nous a fallu 4 mois pour le créer. Je me souviens que l'aérolais, on l'a fait vers le milieu de l'été. Dmitri Sergeevitch a eu un parcours semé d'embûches. Dmitri Sergeevitch Kmel, c'est le concepteur en chef de l'aérolais. Au sein de notre entreprise, nous avons des règlements du conseil scientifique et technique, disons. Je rappelle comment nous choisissons, c'était déjà en 2024, comment on décide quel appareil nous allons construire. Il se trouve que, comme l'équipe des spécialistes des dirigeables est grande, n'importe qui peut proposer sa propre conception et, lors du conseil scientifique et technique, étant donné sa composition, il doit défendre cette conception. Le seul dirigeable qui a été validé, c'est le Nova 2 de Vadim Vassilievitch et c'est précisément celui-là que nous construisons. Dmitri Sergeevitch, pendant très longtemps, en fait de l'automne 2024 à l'été 2025, relançait périodiquement ses conseils scientifiques et techniques. Il a essayé, il a tenté encore, et au final, on lui a accordé un petit crédit supplémentaire de confiance parce qu'il n'a toujours pas réussi à prouver quoi que ce soit de concret venant de Vadim Vassilievitch. Non, je comprends parfaitement ce qu'il cherche à me prouver. Et peut-être que je n'aurais pas souhaité m'enfoncer dans de telles subtilités techniques au sein de nos débats.
Mais si Fyodor Sergueïevitch insiste, ma conception est la suivante. Même une structure classique possède véritablement d'excellentes propriétés porteuses selon l'ensemble de nos critères. Il a donc été clairement démontré que même un dirigeable de conception tout à fait classique, doté d'une coque aérodynamique comme celle du modèle Nova 2, est capable de supporter une surcharge additionnelle allant jusqu'à 50% de sa portance aérostatique totale, à des vitesses atteignant environ 100 km par heure. Autrement dit, il peut décoller, une fois qu'il a atteint sa vitesse, avec une surcharge proche d'une tonne, c'est-à-dire que s'il a 2000 mètres cubes, dont 1850 sont le volume de gaz, cela représente une portance aérostatique d'environ 1850 kg et il peut encore porter environ 900 kg supplémentaires grâce à l'aérodynamique. Le problème, c'est que nous ne pouvons pas décoller avec une telle surcharge. Nous devons tout de même décoller à la verticale. Nous ne devons pas prendre d'élan, c'est pourquoi le problème principal reste le décollage. Et le fait d'avoir conçu un corps porteur aussi futuriste. Oui, c'est magnifique. Il pourra bien sûr supporter une surcharge importante, mais le problème du décollage restera le même. Dmitri Sergueïevitch a proposé un schéma très avancé à plusieurs hélices, avec 4 hélices à grande portance, mais attendons de voir ce que montreront les essais réels de l'aérolait quant à l'efficacité de ce schéma aérodynamique. C'est pourquoi, selon moi, on peut débattre autant qu'on veut, mais c'est l'expérience réelle qui tranchera. Si ce dirigeable réussit enfin à pleinement démontrer qu'il est bien plus performant en termes de charge utile, eh bien, tant mieux, toute la gloire à Dmitri Sergueïevitch. Nous continuerons à observer très attentivement et peut-être même à ajuster nos plans, mais attendons humblement le premier vol, le tout premier décollage, et là tout deviendra enfin clair. La question de savoir quand aura lieu le premier vol se pose probablement à ceux qui suivent attentivement le projet. Nous le reportons sans cesse pour diverses raisons, et Dubaï a été l'une des principales raisons de ce report. Je tiens à le déclarer de manière responsable. Hier, vers 10h30 du soir, nous avons officiellement terminé son assemblage. Il a passé tous les tests de résistance et les essais au sol, il est déjà prêt pour les vols. On a réglé une multitude de détails et il nous est même venu à l'esprit de le sortir hier soir, mais ceux qui vivent dans la région de Moscou ont vu ce qui se passait hier soir. On ouvre la porte du hangar et là, c'est la tempête de neige, le blizzard. Alors on s'est dit, ah, d'accord. En fait, pour un premier vol, ce genre de météo, ce n'est vraiment pas approprié. Le premier vol doit se faire dans des conditions idéales, ça a toujours été comme ça. Boris Sanich nous a expliqué la méthodologie. Ici, c'était pareil. Avec la Nova 01, c'était plus simple. Vadim Vassilievitch et Boris Andreevitch préparaient les méthodes et nous faisions l'assemblage, les essais, les premiers vols, etc. en les suivant. Tout était clair. Tu fais A, B, C, D, E et ça fonctionne. Dmitri Sergueïevitch, lui, il a toujours travaillé en fait au département des conceptions générales. Oui, il s'est toujours occupé des conceptions générales. Oui, et très souvent, il s'occupait de divers développements conceptuels, il mûrissait toutes ces idées et les rassemblait, mais en tant que concepteur en chef, il n'a jamais vraiment il a une chance qu'il en profite. Nous ne lui souhaitons que du bien puisque nous avons investi tant d'efforts. Nous voulons tous que cet appareil vole. Nous attendons cela avec impatience. Oui, voilà, Vitali Lvovitch et ses gars ont forgé leur empennage. Il y a 2 plans horizontaux, 2 verticaux, 2 horizontaux et un grand cadre porteur sous tout le dirigeable. La gondole avant et le renforcement avant sont là aussi. Tout cela a été fait il y a déjà longtemps, mais il y avait encore plein d'autres petits problèmes techniques. Voilà, il est maintenant soigneusement assemblé et nous attendons juste que la météo soit enfin clémente. En réalité, nos collègues SEN de l'université Bauman travaillent sur ce projet, même si je ne sais pas à quel point c'était secret là-bas. Ils prévoient de lancer l'appareil très prochainement et ils nous ont déjà indiqué le jour précis où, apparemment, il y aura un calme plat. Cette situation ne durera que quelques heures seulement. Oui, ils utilisent des modèles météorologiques prédictifs avancés. En gros, il est fort probable que nous y allions ce jour-là et ce sera avant le Nouvel An. Voilà, pour l'instant, on espère, afin de ne rien promettre de trop. Je voudrais quand même dire quelques mots à propos de Dubaï. Nous en avons beaucoup parlé, mais faisons un petit bilan. Pour être honnête, je ne m'attendais absolument pas à ce que notre stand, et en fait le dirigeable en général, puisse susciter un tel niveau d'intérêt. Car les gens venaient à notre rencontre de manière totalement ininterrompue.
C'est-à-dire que pendant toute une journée de travail, pendant 8 heures, je n'ai jamais autant parlé. Je me suis littéralement épuisé à force de répondre à toutes sortes de questions, à expliquer. Et quand nous avons fait le bilan, nous avions plus de 200 contacts. Les gens laissaient donc leur carte de visite, voulaient continuer à travailler avec nous, posaient toutes sortes de questions. Il s'agit ici de contacts réellement qualifiés, avec qui nous avons eu un dialogue approfondi et constructif. Vadim Vassilievitch, véritable star à Dubaï, est celui qui a recueilli le plus de contacts. Non, pas plus que tout le monde, certains en ont recueilli plus que moi, mais j'étais tout le temps sur le stand alors qu'il y avait des personnes qui travaillaient dans tout le salon, tandis que moi je restais sur le stand et ne parlais qu'avec les gens qui venaient nous voir. Nous espérons que nous allons établir des contacts concrets, les plus proches en tout cas. Enfin, quand on dit qu'on espère, il y a déjà un client réel qui est même venu dans nos bureaux. Il est venu en personne et il attend désormais de notre part une offre commerciale détaillée. Est-il prêt à payer une telle somme pour ce travail? Encore une fois, je n'en ai aucune idée. Est-ce qu'on va vraiment tout lui dévoiler? Mais il a donné son accord de principe. Non, pour l'instant, on peut ne rien dévoiler. Une fois qu'on aura signé les papiers, ça aura du sens. Mais en général, la personne est extrêmement intéressée. Il s'est avéré que c'est simplement un Russe à Dubaï qui a trouvé d'autres Russes travaillant dans l'aérostation. Les Français lui ont donc fait une proposition. Il a d'abord essayé de faire ça là-bas. Le prix, les délais, tout était clair. Et apparemment, pour des raisons politiques, enfin pour différentes raisons, Et il avait quand même besoin d'un appareil un peu différent. Mais les Français proposaient ce qu'ils produisent en série. Quant à nous, nous sommes prêts car ce sujet nous est également familier. C'est aussi un appareil aérostatique, mais ce n'est pas un dirigeable, disons-le ainsi. Et nous sommes prêts à fabriquer exactement ce qui correspond à ces exigences. C'est-à-dire qu'il est déjà venu ici, à Moscou, dans nos bureaux. Nous avons passé une soirée avec lui, à discuter longuement de divers petits aspects de ce dont il avait besoin, et nous avons promis qu'en janvier, nous calculerions définitivement le coût, combien cela reviendrait, et nous lui proposerions de commander le développement et la construction de cet appareil. Cela se produira également en 2025, car en 26, coupable. La 26e année. Je ne peux plus changer d'avis, nous entrons dans une nouvelle année, c'est-à-dire qu'à l'automne, il prévoit que le premier prototype, basé sur ce modèle, sera livré et qu'il commencera sa phase d'essai. Et si tout se passe bien, il dit qu'il en commandera immédiatement 2 autres appareils identiques et ensuite autant qu'il en faudra. Tout dépend de comment les choses évoluent. oui, et je vais ajouter un petit commentaire à toute cette histoire. Grâce à Vitaly Lvovitch et à son équipe, nous avons maîtrisé la production mécanique au cours de l'année 25 sur la base de Liubertsi. Là-bas, nous avons déjà fabriqué la nacelle Nova 2. Nous y avons réalisé l'aéroplane, les empennages et d'autres éléments. Et dans ces aéronefs, si vous trouvez ce que les Français produisent en série, vous comprendrez de quels appareils il s'agit. Là aussi, il y a une partie mécanique. Vitaly Lvovitch et les gars se sont maintenant attelés à calculer tout cela d'un point de vue économique. Combien cela nous coûtera-t-il exactement? Mais en ce qui concerne la production des enveloppes, nous n'avons malheureusement pas pu la maîtriser en 2025, tout simplement parce que nous n'avons pas trouvé de local adapté. Nous avons été bloqués par le manque d'espace suffisant. En réalité, au début, notre budget ne nous permettait pas d'avoir des locaux spacieux. Il nous faut impérativement des locaux propres, d'un haut niveau de propreté, particulièrement vastes, avec de grandes portées, sans colonnes au milieu, des murs, etc. Idéalement, il faudrait un espace d'environ 20 mètres sur 60, où il n'y aurait rien d'autre que la propreté, la chaleur et la lumière. C'était cher, même pour louer, nous n'avions pas cet argent, et encore moins pour acheter ou construire, c'était tout simplement, absolument impossible. Nous avons fini par trouver une offre intéressante. Ce local spécifique appartient à Roscosmos. Il est vraiment très complexe en raison de sa nature, mais comme il s'agit d'un bien d'État, l'évaluateur officiel était également d'État, donc les prix étaient tout à fait acceptables et tout était parfait pour nous. Et nous avons donc misé sur cette option particulièrement intéressante, car elle convenait absolument à tout le monde autour de nous. Ce n'est pas situé directement à Moscou, mais ce n'est vraiment pas très loin de la ville de Moscou, à environ 1 h 30 de route si la circulation est fluide. En fin de compte, le service de sécurité a opposé un refus formel. Tous les documents étaient déjà signés, mais le service de sécurité a décidé de mettre le projet en pause pour le moment.
disant que l'entreprise était encore bien trop jeune, qu'elle ne montrait aucun bénéfice réel, et finalement, nous n'avons pas réussi à passer par le service de sécurité. On aurait pu essayer d'impliquer certaines ressources administratives, etc., mais avec un résultat qui restait très incertain. Si tu les impliques maintenant, tu seras redevable et le résultat restera incertain. En somme, oui, ces locaux nous ont échappé, c'est vraiment triste. En fait, dès le départ, tous nos plans étaient construits de façon à ce qu'à l'automne, nous ayons déjà les locaux, car nous avons tout l'équipement, les découpes sont prêtes, les processus techniques sont clairs, et les gens, les spécialistes, sont prêts à démarrer. Nous n'avons qu'un seul responsable principal de la ligne de production des enveloppes, et les employés avec qui il avait l'habitude de confectionner toutes ces enveloppes. Il a fabriqué toutes les enveloppes techniques majeures qui ont volé ici en Russie, et même bien au-delà de la Russie. Tout le monde était déjà prêt à démarrer, tout était prêt en somme, et comme vous le savez, le matériau était déjà arrivé, mais nous n'avons tout simplement pas réussi à régler la question des locaux. C'est même un peu absurde. Selon le plan, les enveloppes devaient commencer à être fabriquées au début de l'automne, et à la fin de l'automne, en hiver, elles seraient déjà prêtes, et nous commencerions alors à y installer progressivement le nez, la queue et les empennages. Mais comme la fabrication de l'enveloppe a été repoussée, naturellement, nous avons aussi décalé la production de tous les autres éléments pour leur laisser le temps d'être retravaillés, allégés, améliorés et renforcés. Donc il n'a pas été possible, malheureusement, de résoudre une tâche aussi importante en 2025, et à cause de cela, tous les plans ont été, en conséquence, fortement décalés d'environ 6 mois. Heureusement, il y a maintenant une option. Ils ont construit dans la proche banlieue de Moscou, là-bas, les gars s'occupent justement de ça. Ils construisent des locaux et les louent à long terme. C'est leur business principal. Et voilà qu'ils ont construit un tout nouveau bâtiment sur leur propre terrain, et nous avons simplement eu beaucoup de la chance parce que tout correspondait parfaitement, les dimensions, les conditions, que ce soit pour le chauffage, le climat, la propreté, la surface ou la hauteur, tout nous semblait absolument parfait. Tout a coïncidé et ce bâtiment est là, il est actuellement en phase de mise en service chez eux, c'est-à-dire la mise en exploitation. La mise en service était prévue pour décembre, mais ils n'ont pas pu le faire en décembre, donc maintenant c'est prévu pour janvier. Nous avons déjà tous les accords préliminaires avec eux, et très probablement, ce sera simplement un local sans équipement. Et ce n'est pas leur premier, ils obtiennent maintenant l'autorisation d'exploitation, et à partir de janvier, j'espère. En réalité, dès que tu annonces des délais pour ce genre de projet, ils sont repoussés. Si tu ne les annonces pas, ça avance. C'est pourquoi il faut moins parler et agir davantage, c'est tout ce que je peux dire. Tout l'équipement nécessaire à la production des enveloppes a été acheté. Entreposé en attendant un local, il sera bientôt déballé et installé. Il y a une grande ligne de test, car tous les matériaux utilisés pour fabriquer les enveloppes sont contrôlés à 100% dès l'entrée. C'est-à-dire que nous inspectons tous les matériaux à la lumière pour vérifier s'il y a des défauts. Et malheureusement, il y a des défauts dans n'importe quel matériau. Autrement dit, les zones défectueuses sont immédiatement signalées. Et lors de la découpe, nous procédons de manière à éviter ces zones défectueuses. S'il y a des problèmes avec le revêtement ou la perméabilité au gaz, les matériaux ne sont pas jetés. La couche de renfort reste tout à fait correcte. Donc ils sont utilisés pour les pattes, les supports ou les renforts soudés qui sont ajoutés par-dessus l'enveloppe principale. Tout cela est en place. L'équipement pour contrôler le tissu, une grande table de découpe, des équipements de soudure, et il me semble que des machines à coudre ont également été achetées pour pouvoir coudre. Nous sommes donc prêts à commencer la production des enveloppes dès que nous aurons un local adapté que nous pourrons utiliser. Si vous disposez d'un espace propre de 20 000 m² et que vous êtes prêt à nous y accueillir, n'hésitez pas à appeler 8 9 7 7. Vous pouvez aussi écrire à l'adresse email officielle @aeronova. Elle est indiquée sur le site et si vous ne l'avez pas vue, je la republierai sur Telegram. Ou bien vous pouvez simplement m'écrire directement sur Telegram, j'y suis partout. Alors, où en sommes-nous finalement ? Il faut aussi évoquer les autres projets, bien que Nova 2 reste la priorité. Il y a beaucoup à dire, on a repensé le module VKD, trouvé un sous-traitant pour la fabrication, il est déjà impatient et dit « Allons-y, lançons la production, ce sera en composite carbone ». Oui. Les hélices d'ailleurs, à l'arrière, nous les avons testées de nouveau des centaines de fois. Elles sont magnifiquement conçues, aussi bien pour le VKD que pour le propulseur arrière, dont nous avons déjà commencé la fabrication.
Le moteur électrique fera tourner l'hélice, elle sera orientable, elle pourra être déplacée pour changer la direction de la poussée à droite ou à gauche. Le mécanisme est conçu, nous allons bientôt le lancer en production, le moteur est électrique. Toute l'installation restante a déjà été achetée, les hélices sont en stock. Hier, nous avons signé pour commencer la fabrication des hélices. Ici aussi, ce sont des hélices en fibre de carbone spécialement conçues pour l'installation de propulsion transversale arrière. Et là, le mécanisme est assez intéressant, mais il est très proche de l'hélice de queue des hélicoptères, conçue selon une idéologie similaire, mais avec une transmission par moteur électrique. Et de quels autres projets parlez-vous? Nous devons préciser que nous n'avons pas abandonné les projets Nova 8 et Nova 35. Nous travaillons activement sur ces projets et l'aspect essentiel de notre travail sur ces deux projets, c'est que nous aurons notre propre système de propulsion original, car nous avons un bureau d'études séparé pour les microturbines. Pourrions-nous en parler un peu plus? Si vous voulez, racontez de votre point de vue. Il me semble que lors du dernier webinaire, ou peut-être celui d'avant, j'ai déjà révélé que nous travaillions là-dessus. J'ai mentionné de temps en temps que nous avions certaines choses, mais je n'en ai pas dit beaucoup plus. Le produit est complexe et à l'époque, sa faisabilité était incertaine. Mais il a vu le jour. Il est important de noter que les dirigeables modernes ont tous une poussée à vecteur orientable. Autrement dit, il est nécessaire que nos groupes motopropulseurs puissent pivoter pour créer une poussée vers le haut et décoller à la verticale. Cette opération peut être réalisée avec un système de transmission mécanique classique, exactement comme nous le mettons en œuvre actuellement sur notre prototype baptisé le Nova 2. On peut même orienter complètement les moteurs si le système de lubrification du moteur lui-même permet cette rotation. Sur le dirigeable AU-30 que nous avons construit il y a déjà 15 ans, il y avait des moteurs tchèques de chez Lompraha et leur particularité réside dans le fait que le système de lubrification est conçu de telle sorte qu'ils peuvent fonctionner à la verticale pendant une période assez longue sans souffrir du tout d'un manque d'huile. La production du moteur Lompraha a été arrêtée, donc il ne reste que quelques exemplaires que l'on peut éventuellement trouver. C'est pourquoi il est tout à fait impossible de miser sur eux. C'est pourquoi sur le dirigeable Nova 2, nous avons opté pour une configuration à un seul moteur avec une transmission pivotante assez complexe, permettant d'alimenter deux moteurs à hélice annulaire à partir d'un seul moteur. Nous avons déjà entièrement terminé la phase de conception et nous passons maintenant à la phase de production et d'essai sur le dirigeable Nova 2. Nous allons d'abord tester l'ensemble de ce groupe motopropulseur assemblé sur un banc d'essai au sol. Ensuite, nous l'installerons sur le dirigeable Nova 2 et nous effectuerons des vols d'essai. D'après nos calculs, tout est parfait. La poussée atteint presque 500 kg pour un dirigeable de 2000 m3. Il devrait tout simplement voler. Tout est simple, assez compact et idéologiquement cohérent. Mais sur les grands dirigeables, nous ne voyons pas l'intérêt d'utiliser des moteurs orientables faciles à faire pivoter. Et il y a aussi un problème avec la transmission mécanique à mesure que la puissance augmente. C'est pourquoi nous misons sur une centrale hybride. Sur le dirigeable Nova 8 ainsi que sur le dirigeable Nova 35, nous aurons un module énergétique essentiel, véritable cœur du dirigeable. Il s'agit d'un moteur à turbine à gaz moderne qui entraîne un générateur électrique à grande vitesse. C'est également un produit unique, capable de produire de l'énergie électrique à une vitesse de rotation de 40 000 tours par minute. Disons-le ainsi, c'est un produit vraiment complexe et unique. Il délivre 300 kW à 40 000 tours et les dimensions de l'ensemble du générateur sont très compactes. Mais il ne pèse que 15 ou 20 kg et l'ensemble du système de propulsion complet fait moins de 80 kg. Les générateurs, d'ailleurs, sont déjà entièrement fabriqués. Nous les avons commandés en Chine car nous n'en avons pas trouvé de semblables en Russie, même de loin. Ils sont donc fabriqués et ont déjà passé les tests en mode stator. Ils doivent aussi, en tant que stator, initialement faire tourner la turbine. Ils ont passé les tests en mode stator et maintenant les essais en mode générateur commencent. Il y a une vidéo, je peux l'envoyer? Et donc, à ce moment-là, nous ferons tourner les hélices à l'aide de moteurs électriques. C'est-à-dire que les moteurs électriques sont également choisis et en gros, toute la conception de l'ensemble du système de propulsion électrique est déjà claire. Nous avons l'intention de mettre en œuvre une propulsion hybride sur nos projets de dirigeables nommés Nova 8 ainsi que Nova 35. Nous avions même initialement prévu d'essayer de réaliser le dirigeable Nova 2 en l'équipant d'une transmission électrique.
Ceci afin de pouvoir tester et évaluer les performances de cette technologie en conditions réelles. Pour l'instant, nous avons pris la décision de renoncer à faire le Nova 2 avec une transmission électrique et nous concentrons tous nos efforts actuels sur le système standard doté d'une transmission mécanique. Mais nous n'oublions pas non plus cette option technologique pour l'avenir. Nous avions tout de même bien avancé sur la transmission électrique. Oui, la seule chose, c'est qu'en élaborant les cahiers des charges pour la fabrication des blocs de commande, nous en sommes venus à la conclusion que ces blocs eux-mêmes sont uniques individuellement et que leur fabrication peut donc prendre beaucoup de temps. Il est donc bien plus simple et rapide, naturellement, de le faire avec un moteur à essence qui a déjà été acheté et pour lequel tout est déjà clair et défini. Nous allons simplement commencer par le faire en priorité et nous améliorerons forcément ce schéma, il ne disparaîtra pas, nous n'y renonçons pas, nous l'avons simplement mis en pause. Nous l'avons mis en pause, je veux dire que nous avons simplement décidé de ne pas nous disperser. Et pour éviter qu'en 2026, nous ne partions pas sur Nova 2, nous nous concentrons sur un seul tâche et nous irons absolument en 2026. Bien que les calculs montrent, voilà que Maxime, notre chef des ingénieurs, court dans le bureau et répète sans cesse « Mince, on peut simplement prendre le propulseur arrière avec cette même hélice sur ces mêmes moteurs, il suffit d'en mettre 4 sur les nacelles. Non, enfin, pas tout à fait, pas tout à fait. La poussée des hélices est bonne et la puissance est suffisante. Bon, d'accord, mais je n'aime pas vraiment ce genre de système. Il faut que ce soit simple et logique. Il faut se battre pour qu'elle reste minimaliste. Parce que faire un système à 4 hélices alors qu'on peut largement se contenter de 2, je trouve aussi que ce n'est vraiment pas la bonne solution. C'est pourquoi la Nova 8, à partir du moment où nous aurons une centrale hybride et surtout son cœur technologique, son module d'alimentation, parce que pour tout le reste, nous maîtrisons déjà bien la manière de faire. La 35. On peut dire que la Nova 8 sera déjà assez proche d'être prête et donc la Nova 35 aussi. Pour la Nova 35, nous avons également commencé à travailler et nous avons d'abord commencé par concevoir une coque rigide. Tout au long du processus de la modélisation en 3D, nous nous sommes rendus compte que plusieurs questions cruciales restaient encore incertaines et floues. On ne peut pas tout comprendre sur l'écran d'un ordinateur et c'est pourquoi une décision a été prise littéralement à l'automne, en septembre. Pourquoi ne pas construire une maquette de la Nova 35 à l'échelle 1:20 simplement pour pouvoir l'examiner et la manipuler, voir ce que donne cette coque rigide? Les spectateurs attentifs de nos webinaires pourraient demander « Vous aviez prévu de faire la maquette déjà à l'automne de cette année-là » Non. Ou au pire, au printemps. Oui, c'est vrai, nous avions dit que nous allions faire une maquette, mais à l'époque, ce n'était pas à l'échelle 1:20, c'était différent. C'est précisément pour l'échelle 1:20 qu'en septembre 2025, je me souviens très bien, nous avons décidé de la réaliser. Mais là encore, nous avons un peu sous-estimé la charge de travail. Je pensais qu'on pouvait la faire en 2 mois, mais elle n'est apparue que maintenant. C'est-à-dire qu'en ce moment, elle est dans notre bureau, la maquette est dans le bureau, oui, et elle a déjà fuité sur Internet. Beaucoup se demandent ce que nous avons compris, ce que nous avons testé, et si elle tient le coup si on la pose par terre sans berceau et qu'on la fait rouler un peu. Non, mais pourquoi est-ce qu'on s'amuserait à maltraiter la maquette comme ça? Après tout, nous avons beaucoup appris et surtout compris beaucoup de choses sur la technologie d'assemblage et de haubanage, car ce sont des opérations qui se sont révélées très laborieuses. Et même au cours de l'assemblage, nous avons modifié de nombreuses approches et maintenant, disons, la compréhension de la façon dont on peut réaliser une coque rigide pour un dirigeable d'un volume de 35 000 m3 est bien plus avancée. Tout n'est pas encore parfaitement clair, il faudra encore lancer une nouvelle itération de conception de cette coque, mais ce que je peux dire, c'est que le concept qui a été choisi, encore une fois, nous luttons pour le poids, c'est-à-dire que le poids, c'est l'efficacité économique. Et quelle est la différence entre celui-ci, expliquez-nous, et ceux que les Allemands construisaient il y a 100 ans, ou avec celui que Sergey Brin a construit récemment, par exemple? Je connais un peu le projet de Sergey Brin, à quoi il ressemble, je l'ai même vu dans le hangar. Il y a eu une période où j'étais en Californie, on m'a invité. J'étais dans le hangar alors que je n'étais encore qu'en phase de préparation et j'ai discuté avec le concepteur en chef de ce dirigeable, Alan Weston. À mon avis, la structure du corps n'est pas très rationnelle. Il y a beaucoup d'idées originales, mais selon moi, le résultat est un peu trop lourd.
Nous prévoyons un dirigeable Nova 35 d'un volume à peu près équivalent à celui du dirigeable de Brie. Actuellement, il est démontré que nous pouvons facilement limiter le poids de la structure à environ 2 tonnes. C'est-à-dire que la structure en fibre de carbone du dirigeable, d'une longueur de 120 mètres, d'un diamètre de 24 mètres au milieu, et composée de 12 longerons, peut être limitée à 2 tonnes, voire un peu plus d'1 tonne. Et je prévois en général que toute la structure d'un tel dirigeable puisse être limitée à 10 tonnes. C'est-à-dire que si le volume du dirigeable est de 35 000 mètres cubes, dont environ 30 000 mètres cubes pour le volume de gaz, cela représente 30 tonnes pour le volume de gaz et nous limitons la structure à 10 tonnes. Mais ce n'est pas définitif car tout n'a pas encore été entièrement calculé, tout n'est pas encore complètement clair, mais il reste 20 tonnes, disons, pour les charges commerciales et le carburant. Et alors, soit nous prenons 10 tonnes et nous les transportons sur 5 à 6 000 km, soit nous prenons 20, c'est même 20 tonnes, et grâce à la surcharge, nous prenons encore 3 à 4 tonnes de carburant et nous les transportons sur 2000 km ou sur 10 000 km. Autrement dit, le dirigeable deviendra alors un véritable cheval de trait, un véritable dirigeable de transport, car il existe de nombreux avions cargo de 20 tonnes dans le monde, ils fonctionnent, ils rapportent de l'argent. C'est déjà un dirigeable de transport réel. Si le Nova 2 est principalement destiné à la publicité, à l'observation aérienne, au tourisme VIP, et si le Nova 8 est, selon moi, davantage un appareil touristique de 19 places pour des vols panoramiques, à la manière du Zeppelin NT, mais en version, disons, plus avancée, dans le sens où il est plus léger, moins cher à produire et donc potentiellement plus demandé, alors que le Nova 35 est un véritable cheval de trait, un dirigeable cargo capable de voler sur des lignes de fret et de transporter des marchandises. Il faut travailler, d'ailleurs, à la suite de Dubaï, il y a eu un grand intérêt de la part des entreprises de transport, des sociétés de logistique. Nous restons en contact avec elles et nous allons réfléchir à la manière dont un tel appareil pourrait permettre de construire un réseau de transport moderne. Vitali Ivanovitch, tu ne t'ennuies pas assis? Et nous, on ne pose tout simplement aucune question sur la production. Mais moi, j'en avais, je ne voulais tout simplement pas vous interrompre. Vous parlez d'un schéma à 2 hélices, nous avons un moteur à essence installé dans la nacelle et je voulais tout de suite demander à Vitali Ivanovitch, est-ce que ce sera bruyant dans la nacelle au final? Et comment prévoyons-nous d'y réduire le bruit? Le moteur, c'est-à-dire l'hélice située dans l'anneau, fait un peu moins de bruit, mais il y aura quand même un certain niveau de bruit. Cependant, comme on dit souvent, nous allons le combattre en posant des matériaux spéciaux absorbant efficacement le bruit. Autrement dit, la conception de la nacelle Nova 2 intégrait déjà dès sa phase initiale l'ensemble du concept d'absorption acoustique. Nous allons donc nous efforcer de la mettre en œuvre. La Nova 8 aura également une nacelle, mais avec des nacelles séparées. Il y aura une nacelle où se trouveront les unités de puissance, 2 au total, qui sera placée plus près du support arrière. Ainsi, la nacelle réservée aux passagers sera totalement isolée, sans aucune source de bruit. Les hélices sont sur l'enveloppe, l'unité de puissance est située à l'arrière, assez loin, et la nacelle est grande, spacieuse, propre, lumineuse, avec de grandes fenêtres. En d'autres termes, vole, regarde, admire, absolument tout a été conçu spécialement pour toi, pour le passager. Mais la Nova 35 est déjà un appareil très rigide, et là, tout peut être intégré dans la structure. Vitali Lvovitch, dites-moi, comment allons-nous nous y prendre pour construire un appareil d'une longueur de 120 mètres? Eh bien, il est absolument nécessaire de véritablement réfléchir. Oui, il faut réfléchir en mettant en œuvre des technologies de pointe. Non, il y a encore beaucoup de défis technologiques à relever pour l'instant. Disons que ce n'est pas encore abouti. La conception est plus ou moins définie, mais la façon de la réaliser n'est pas du tout arrêtée, car comme on dit, il y a beaucoup d'options possibles. Et surtout, il faut réduire la pénibilité du travail, car la complexité de l'assemblage influe directement sur le coût de cet appareil. Moins on consacre d'heures de travail humain à l'assemblage, moins l'appareil coûte cher. Parce que le coût de la main-d'œuvre humaine s'avère même supérieur, ou du moins comparable, mais souvent supérieur au coût des matériaux de base. Donc, il va falloir encore réfléchir, réfléchir et réfléchir. Oui, nos clients nous mettent une pression constante. En cette année 2025, nous avons reçu plusieurs impulsions majeures et vraiment sérieuses pour notre développement global. C'est une demande de la part
des clients, de nos clients russes internes, là où nous sommes allés en Yakoutie. Là-bas, la demande pour un drone cargo de 3 tonnes est tout à fait claire et le U8 modifié pourrait remplir ce rôle en version 30 ou 60. Les modèles 10-20 n'étaient pas concernés là-bas. Bon, construire tout de suite une structure rigide pour 30 tonnes, c'est quand même un peu effrayant. Il faut avancer étape par étape, c'est pourquoi on a choisi une taille d'appareil de 120 mètres, 35 000 mètres cubes, et une capacité de charge maximale de 20 tonnes. Je pense que 20 tonnes, c'est une capacité de charge tout à fait correcte, il faut en discuter avec les utilisateurs finaux. En principe, si nous modifions la structure pour la rapprocher d'un aérolite et que nous résolvons les questions liées au décollage, même avec un volume de 35 000, il serait possible de voler avec une charge de 30 tonnes. Ne nous précipitons pas. Voyons ce que cela va donner. D'accord, je vais simplement me rappeler ce qu'il y avait d'autre, notamment ce qui concerne les clients, et en ce qui concerne les dirigeables de surveillance, nous menons actuellement des travaux sérieux. Là, il est nécessaire de rester en permanence dans les airs avec des atterrissages minimaux une fois par jour. Il existe actuellement un projet pour une série de 7 appareils différents. C'est une dimension qui est légèrement supérieure à celle de la Nova 2. Nous attendons patiemment, nous attendons la suite. Nous sommes prêts à relever tous les défis. Nous mettons actuellement à peu près tout en place. Et le plus important, c'est qu'une véritable équipe s'est formée. On peut même dire qu'elle est déjà très soudée. Peut-être qu'il faudra l'élargir en fonction de l'extension des tâches, mais nous avons déjà le noyau principal d'ingénieurs qui conçoivent. Autrement dit, lorsque nous aurons construit la Nova 2, l'équipe sera encore plus soudée, plus forte. C'est-à-dire que, pour ainsi dire, tous les os seront là. Pour d'autres tâches, il ne restera plus qu'à ajouter de la chair autour de ces os, pour ainsi dire. Récemment, nous avons encore eu cette réunion de débriefing sur les plans et Boris Alexandrovitch Ivchenko disait voilà, il nous manque ceci, il nous manque cela. Mais en réalité, il y a aussi beaucoup de processus à mettre en place dans l'entreprise. Le processus de conception, le processus d'interaction, la gestion documentaire, les règlements, les normes, les modèles même d'interaction, les processus métiers et bien d'autres choses encore. Et il faut tout cela transposer sur papier. Beaucoup de questions ont émergé. Nous allons introduire la procédure de préparation à la certification pour les appareils et la société, obtenir la licence, etc. Et là, Boris Alexandrovitch s'emporte. On n'a pas ça, on n'a pas ça, il faut faire ceci, on manque de temps. Je lui demande, Boris Anatolievitch, dans votre ancien poste, en combien d'années avez-vous formé une équipe parfaitement rodée? Il réfléchit. Après une période de 10 longues années, oui, nous progressons bien plus rapidement. Toutes les personnes sont uniques, toutes les personnes sont uniques, il y a des ajustements, des disputes, tout se passe comme chez tout le monde, c'est pareil chez nous. Alors, Gennady, est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y a des questions. Je suis toujours avec vous, les amis. Je serai votre voix off. Peu de questions car c'est un jour de semaine et beaucoup de travail, mais je vais lire celles présentes. Première question. Qu'en est-il de la surface de fardage du maître beau, si vous voulez, et de l'efficacité énergétique pour compenser la charge due au vent? Malgré l'immensité colossale et l'envergure monumentale des dirigeables, si l'on prend cette maquette extrêmement détaillée qui est ici, beaucoup de personnes sont véritablement surprises et étonnées d'apprendre que si l'on ramène ce dirigeable au moment précis où il se trouve en plein vol et que l'air le frappe de plein fouet le long de son axe longitudinal de manière continue aux dimensions réduites d'une simple plaque, qui est placée perpendiculairement au flux et qui offre à peu près la même résistance qu'un tel corps, alors la plaque paraîtra minuscule, c'est-à-dire que les corps aérodynamiques en forme de cigare se distinguent justement par leur très faible résistance. Donc, bon, encore une fois, donc, si l'on fabrique une plaque ronde, plate, et qu'on en place deux côte à côte, elle offrira une résistance plus importante. Non, il faut choisir une plaque de telle taille que sa résistance soit la même que celle de ce corps. Alors la taille de cette plaque sera bien inférieure au diamètre de cette section médiane. À quel point plus petite? Eh bien, en termes de surface, à vue d'œil, environ 20 à 25 fois plus petite. Eh bien, c'est sérieux. C'est pourquoi les corps en forme de cigare, d'un point de vue aérodynamique, sont très efficaces. Ensuite, il s'agit de ne jamais présenter le côté au vent comme le font les navires, qui veillent à ne jamais se mettre en travers lors de la houle, mais toujours à faire face à la vague. Il en va de même pour le dirigeable, il doit toujours faire face au vent avec son nez.
C'est pourquoi, au sol, il s'oriente comme une girouette. En vol, il vole, et ainsi, il est toujours exposé au vent le long de son axe. D'ailleurs, oui, à propos des vents, des charges, etc. Il y a une bonne vidéo, c'est justement dans le sujet, je vais la partager sur Telegram dans notre chat qui s'appelle Deuxième étape. Bientôt, il s'appellera Troisième étape, il va donc falloir le renommer. Là-bas, la machine est donc posée au sol, il y a un aérostat amené sur place, vous ne vous souvenez pas de son volume, vous n'avez pas vu la vidéo récemment, celle de Vladimir Alexeyevitch de Kopalov. Il tient debout dans une telle tempête que les arbres se plient et les tentes s'envolent. C'est 1200 mètres 3. Oui, là-bas, c'est vraiment un monolithe et ça lui est complètement égal. C'est justement à ce sujet que tout le monde pose des questions sur le vent, dans quelles conditions on peut l'exploiter au sol, en l'air, etc. Voilà, Vadim Vassilievitch dit que les chiffres pour le décollage et l'atterrissage, ainsi que pour le stockage au sol, sont assez sérieux. Mais c'est difficile à croire, parfois tu n'arrives même pas à tenir debout toi-même dans un tel vent. Et là, hop, il y a même une vidéo d'archive, je vais vous l'envoyer tout de suite, regardez là aussi. Non, cette machine est très spécifique, il faut l'exploiter correctement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas permettre ce genre de situation. D'abord, il ne faut pas laisser la pression dans l'enveloppe chuter, parce que tant que l'enveloppe est gonflée, qu'elle garde sa forme, qu'il y a de la pression à l'intérieur, l'aérodynamique est excellente. Si jamais nous perdons la pression, des poches d'air se forment, les forces aérodynamiques augmentent alors plusieurs fois, jusqu'à 10 fois. Il ne faut absolument pas permettre cela. Et deuxièmement, il ne faut pas se mettre de côté face au vent, c'est-à-dire que nous devons constamment ajuster, nous orienter face au vent. Ainsi, les dispositifs de retenue pour dirigeables et aérostats captifs sont conçus pour que l'appareil puisse s'orienter et rester face au vent. Tout se passera alors parfaitement. La question suivante, à laquelle nous avons déjà partiellement répondu, parlons des contacts établis lors du salon à Dubaï. Avez-vous commencé à collaborer avec quelqu'un? Prévoit-il de venir en Russie? Qu'en est-il des commandes? Y a-t-il des investissements provenant de ces nouveaux contacts ou non? Nous avons beaucoup de contacts qui en sont à différents stades de développement. Le contact le plus chaud, disons-le ainsi, c'est une personne qui est déjà venue. Il s'est avéré qu'il était russe. Ils se sont rencontrés à Dubaï. Il est venu nous voir avec une demande très précise. Il avait un problème et a demandé qu'on le résolve. Il est venu, nous avons déjà discuté et nous en sommes arrivés au point où nous ne considérons plus la technique. Nous évaluons l'aspect commercial de cet appareil, c'est-à-dire combien ce travail va coûter. Et après le nouvel an, en janvier, nous lui communiquerons finalement ce prix. Nous lui avons déjà donné un prix préliminaire. Il a dit que oui, en principe, il était d'accord pour travailler dans cette fourchette. Mais maintenant, nous devons l'affiner. Qu'est-ce que cela signifie, affiner? Nous devons appeler tous les sous-traitants car il y a des composants, les prix changent, les prix augmentent, certains quittent le marché, d'autres arrivent. Et il faut mettre à jour toute la base des composants, alors nous comprendrons le coût réel de cet appareil. Nous nous rencontrons après le nouvel an, nous annonçons le prix, nous signons le contrat et le travail commence. Il y a encore quelques contrats, disons, moins urgents, mais qui suscitent également un grand intérêt. À notre retour de Dubaï, nous avons écrit des lettres, échangé nos avis, et nous attendons maintenant la prochaine étape de leur part. Ils ont manifesté de l'intérêt, nous avons réagi à cet intérêt, nous leur avons exposé nos possibilités et posé quelques questions. Nous attendons maintenant de voir où cela va mener. Bien sûr, nous n'abandonnerons pas ces contacts. Si besoin, nous appellerons et peut-être même que nous nous rencontrerons. Il y avait aussi des investisseurs potentiels qui étaient simplement intéressés par notre sujet, souhaitaient investir et il faut également travailler avec eux. Mais cela concerne plutôt Fedor Sergeyevitch, notre direction. Ce n'est tout de même pas la tâche de Vitaly Ivanovitch et moi en tant que techniciens. Nous allons mettre en œuvre tous ces plans. Oui, pour répondre à la question, y a-t-il eu des investissements? En réalité, nous ne les avons pas suivis via les comptes personnels. Il nous est possible de consulter les statistiques détaillées. Puisque nous avons distribué des codes spécialement marqués, il faudra en demander la confirmation auprès de Pacha. Quant aux investissements directs dans une entreprise russe, non, il n'y en a pas eu jusqu'à présent. S'il y a des personnes intéressées, nous sommes en train d'élaborer le mécanisme avec elles, mais il ne s'agit pas d'étrangers. Il y a eu plusieurs demandes formelles d'investissement dans des co-entreprises sur le territoire des pays d'origine des investisseurs eux-mêmes. Pour l'instant, tout est mis en pause car tout le monde comprend bien que la période d'exposition est désormais terminée. C'est la période de Noël et du Nouvel An. Mais l'intérêt manifesté par les gens demeure, donc le contact est maintenu. Ce sont aussi de grands projets complexes, ainsi tout est reporté à l'année prochaine pour être étudié soigneusement.
Oui, il nous faut d'abord ici, comme je l'ai dit à tout le monde là-bas, et je vous le répète encore une fois, je l'ai probablement déjà raconté, mais promettre quoi que ce soit à quelqu'un sans même s'être prouvé à soi-même, sans avoir touché de ses propres mains, c'est insensé. Il ne faut pas faire ça. Nous allons planifier et organiser la production d'enrobés, en assembler et mettre en place une nouvelle deuxième. Il y a vraiment du sens à aller plus loin. On peut parler à l'avance autant qu'on veut. Mais il vaut mieux sauter le pas dès le départ. Il subsiste également encore une question de la part des nombreuses admiratrices de l'équipe aéronaute, je la lis. Quand on vous a vu, Fedor, avec des lunettes rondes sur la vignette de la vidéo sur les dirigeables, on est tombées amoureuses pour la première fois. Un vrai steampunk. Portez-vous encore des lunettes rondes? Êtes-vous marié? Quoi, tu plaisantes ou quoi? Fedor est marié, au cas où. Il porte des lunettes rondes de temps en temps. Sa vue s'est améliorée. En fait, j'ai acheté ces lunettes il y a environ 8 ans, voire plus, peut-être 10. Et depuis, ma vue est devenue meilleure. Beaucoup meilleure. Je ne porte des lunettes que quand je suis stressé ou qu'il se passe quelque chose comme ça. Je les mets. Bon, il y a aussi, fort heureusement, des mots très gentils. On nous écrit effectivement qu'on est absolument ravis de l'excellent travail de toute l'équipe de Aeronova. Nous vous soutenons en famille. Nous vous souhaitons une bonne santé et vous félicitons pour la nouvelle année à venir. Merci beaucoup. Il y a une question concernant les moteurs électriques sur le Slavyanka. Est-il prévu de les utiliser? Oui, nous avons déjà répondu à plusieurs reprises. Bien sûr qu'on peut les utiliser, et Dimitri Sanich l'a dit aussi. Aussitôt que vous aurez formulé le cahier des charges, veuillez nous le transmettre directement. Pour la jambe 8, dès que nous aurons formulé ce cahier des charges, nous vous le transmettrons rapidement, car nous pensons qu'il existe plus ou moins déjà. Tous les efforts se concentrent actuellement sur le module énergétique qui fournira l'énergie électrique nécessaire au dirigeable. Pour la rotation des hélices, une fois le module prêt, nous passerons alors à l'étude de l'entraînement des propulseurs afin de déterminer comment les actionner. Alors, il y a une question d'Alexandre. Bonjour. Quand prévoyez-vous de recruter des pilotes pour la formation? Je suis investisseur et aussi pilote d'hélicoptère, cela m'intéresse. Je rêve depuis longtemps de devenir pilote de dirigeable car ils sont bien plus sûrs. Il y a des nouvelles à ce sujet. Lorsque nous avons lancé le projet au tout début, c'est Sergei Boldirev qui s'est exprimé. Il disait: oui, nous avons une école, tout sera fait rapidement, tout sera super. En somme, nous n'avons jamais dévié de cette voie et nous avons soumis le programme de formation aux autorités compétentes cette année. Et là, il y a eu un silence extrêmement long et pesant, un silence total, absolument aucune réponse, aucun signe de vie, en somme. Ensuite, une série d'événements particuliers ont eu lieu, au cours desquels ces autorités ont reçu une remarque très sévère, non pas sur notre sujet précis, mais sur un sujet connexe, de la part de leur propre supérieur hiérarchique. Apparemment, la remarque a été si vive que cela nous est finalement parvenu. On a immédiatement appelé Sergueï. Ils ont alors commencé à tout vérifier minutieusement, à se renseigner sur le programme en détail, qui le met précisément en œuvre, qui le finance réellement, qui le soutient au sein du gouvernement. Bref, ils ont posé une multitude de questions diverses. Il y a répondu lui-même, encore et finalement, ils se sont enfin mis d'accord. En somme, tout est clair concernant le programme. Mais ce qui les intéresse maintenant, ce n'est même plus le programme ni la formation des pilotes, mais plutôt le fait qu'il ait été soumis là-bas pour examen et approbation, et plus globalement ce que nous prévoyons pour le secteur, comment nous comptons avancer. Quels appareils seront utilisés, quand, en quelle année, et donc après le nouvel an, après les fêtes, nous avons une réunion de travail prévue. En gros, ils veulent tâter le terrain, donc le programme est en attente d'approbation. De notre côté, tout a été fait. Bon, ce n'est pas tout. Bon, il manque encore le dirigeable pour lequel on pourrait vous mettre en prison. Donc, il est peu probable que l'année prochaine, nous rassemblions des gens et leur apprenions quoi que ce soit comme ça d'un coup. D'ailleurs, il est possible de se former comme pilote externe de dirigeable. Nous avons actuellement une demande en attente. Il semble que la formation des pilotes externes soit prévue pour le mois de février prochain. Pour de petits dirigeables, au moins pour commencer, mais on peut déjà en gros s'inscrire dès maintenant. Je veux aussi, c'est payant, c'est votre décision personnelle d'y aller, mais il y aura une opportunité et ce serait bien pour nous aussi si quelqu'un d'autre savait le faire, en plus de nos 2 personnes que nous allons former, et qu'il ait une autorisation officielle et gouvernementale pour piloter. Mais pour ce qui est de voler sur le dirigeable, si nous validons le programme l'année prochaine et que le dirigeable vole, alors au début ce seront sûrement des pilotes d'essai hautement qualifiés qui voleront,
Mais après l'obtention du certificat de navigabilité pour le prototype, là en 2027, je pense qu'il sera déjà possible de monter à bord et de voler de façon autonome. Donc oui, en 2026, il sera possible d'apprendre. Et tout de suite, une question, où faut-il envoyer les CV? Il y a déjà pas mal de candidats, d'ailleurs c'est une question tout à fait sérieuse. Les gens veulent vraiment devenir pilotes de dirigeables. Nous, on fait actuellement des dirigeables sans pilote. Nous allons aussi en faire avec équipage, ne vous inquiétez pas, c'est bien prévu. Donc, un peu plus tard, la version sans pilote est bien prévue dans nos plans, bien sûr, elle le sera certainement. Oui, pour postuler, encore une fois, envoyez à l'adresse officielle officialaeronova.team. Jen, si tu peux, partage simplement l'adresse email ou le site web, on peut jeter un œil sur le site. Oui, mais de toute façon, il faut attendre que cela... Pour l'instant, tout cela, c'est juste pour la forme, pour nous. On peut bien sûr tenir une liste parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnes intéressées. D'ailleurs, il faudrait confier cela à Sergueï Boldirev lui-même. C'est lui qui va former à travers son école. C'est vous, messieurs, qui serez ses futurs clients. Exactement. J'ai trouvé la seule fenêtre par laquelle on peut envoyer des candidatures, c'est très bien. Poursuivons maintenant notre discussion. Est-ce qu'il est actuellement envisagé de déposer officiellement des brevets à l'étranger? C'est une question intéressante, bien sûr. Cette question revient régulièrement. Nous commençons à y réfléchir, à nous pencher dessus. Pour l'instant, nous n'avons pas encore eu le temps, disons-le ainsi. Nous avons des choses à breveter, et nous comprenons qu'il faut le faire, qu'il est absolument nécessaire de s'occuper de cette question. Mais en ce moment, notre emploi du temps est très chargé. Nous avons concentré tous nos efforts pour lancer la production le plus rapidement possible afin que tous les ingénieurs puissent livrer leurs produits d'ingénierie au plus vite et que Vitaly Lvovitch ainsi que Vladimir Alexeyevitch, qui sera chargé de la production des enveloppes chez nous, pour qu'ils puissent enfin lancer la production industrielle et pour que nous puissions assembler l'intégralité du dirigeable et enfin décoller à l'automne 2026. Dès que nos ingénieurs auront un peu plus de disponibilité dans leur emploi du temps, nous nous attaquerons sans faute à la question cruciale de la protection de notre propriété intellectuelle. Oui, mais ils ne sont pas censés se libérer car nous sommes en situation de pénurie sévère, et en plus il y a encore les versions pilotées, le nouveau 8 et bien d'autres choses. Nous devons élargir nos effectifs considérablement. Si nous pouvions doubler nos effectifs en ce moment, cela nous aiderait vraiment, mais pour l'instant, notre budget ne le permet pas. Néanmoins, nous devons garder à l'esprit que cela aussi est très important. Mais là, je comprends que la procédure est un peu différente. Avant de breveter quelque chose à l'étranger, il faut d'abord le faire dans son propre pays. C'est-à-dire, d'abord, c'est moins cher, mais il nous manque simplement des bras. Il n'est pas toujours indispensable de breveter, tout dépend de l'entreprise. On peut passer par une structure étrangère pour le dépôt afin d'éviter de breveter en Russie. Si la demande est faite depuis la Russie, alors la procédure semble effectivement obligatoire. Prochaine question. Quelle est la durée de vie de l'enveloppe et au bout de combien de temps doit-elle être remplacée? Toute la complexité de cette question dépend du matériau précis qui sera finalement retenu et utilisé, ainsi que des divers revêtements polymères qui sont spécifiquement employés pour la protection de l'enveloppe globale. Dans le cas où il s'agirait d'une enveloppe composée purement en polyuréthane, nous indiquions généralement une période d'environ 5 années, mais les modèles de dirigeables réels et opérationnels qui ont effectivement volé ont duré 10 ans, et parfois même pour une durée de temps un peu plus longue que cela. Tout dépend aussi du temps qu'elle a passé au soleil. Si elle est restée la plupart du temps dans un hangar, nous donnions d'emblée 5 ans pour l'enveloppe, mais ensuite la durée de vie était prolongée chaque année et il me semble que la durée maximale de service de l'enveloppe a été de 12 ans. Mais, disons-le ainsi, pendant 90% du temps, ce dirigeable était dans un hangar et seulement 10% du temps il était à l'air libre ou en vol. Pour une enveloppe entièrement en polyuréthane, la durée de vie normale est de 5 ans. Si nous optons pour des revêtements plus résistants à l'atmosphère et aux ultraviolets, comme le Tedlar, ou d'autres matériaux plus coûteux et plus complexes pour les couches extérieures, alors une durée de vie de 10 ans est possible. Autrement dit, il faut avancer dans cette direction. Nous commencerons avec 5 ans, puis nous augmenterons progressivement. Et pour le dirigeable rigide, y a-t-il de telles limitations? Tout de même, même si l'on choisit d'utiliser des avions à revêtement souple, quelle est la durée de vie de ces types d'appareils? Serait-ce environ 8 ans? Tous les 8 ans? Non, ils sont retendus 2 fois tous les 3 à 5 ans, mais c'est parce que c'est un tissu en coton. Parce que c'est du coton, oui. Vieux. Avec des matériaux synthétiques, c'est 7 à 10 ans. Voilà, c'est à peu près la même durée de vie. Extérieurement, ce sera une vieille structure,
car il ne devrait rien arriver au carbone. Mais il faudra quand même remplacer le revêtement extérieur au bout de 10 ans, même sur un dirigeable rigide. On nous demande de rappeler combien d'employés compte notre entreprise actuellement? Nous avons récemment réduit nos effectifs, je ne connais pas le chiffre exact, un peu plus de 50, il faudrait recompter. Mais encore une fois, il faut comprendre que ce ne sont pas tous des ingénieurs. Tous les services chez nous sont pourvus. Le service du personnel, la comptabilité, les services généraux, le service commercial, et sur ces 60 personnes, combien d'ingénieurs avons-nous? Seuls Vitaly Lvovitch, Vadim Vassilievitch, Boris Sanich et un autre sont absents, les autres sont là pour le pain. Ne fait pas peur à l'investisseur, car nous avons tout de même plus de 35 ingénieurs qui travaillent réellement, y compris ceux au sein de l'atelier. Dans cet atelier, Vitaly Lvovitch joue un peu le rôle d'entraîneur-joueur. Il conçoit lui-même les pièces de la nacelle et élabore aussi les outillages. Et il travaille dans l'atelier avec les gars, mais il fait surtout office de contrôleur, si j'ai bien compris, un peu comme un technologue. Et dans l'atelier, nous avons 4 personnes qui travaillent, donc ça fait 5 à peu près. Pourquoi 5? 5 et Vitaly Lvovitch serait le sixième? Eh bien, j'ai distingué Saïd dans une direction à part. Oui, il ne travaille pas sur la nacelle. Alors, ça fait encore une personne à la production et environ 25 ingénieurs. Si nous lançons maintenant l'atelier de production des enveloppes, il y aura aussi 6 personnes qui y travailleront. Oui, ces 6 personnes suffiront pour souder la Novu 2, par exemple. Là-bas, pour la Nova 2, c'est vraiment trop peu. Nous prévoyons aussi de produire en série la Nova 1, la 0,1 également en série, c'est-à-dire que nous maîtrisons tout d'un coup. Et il y a encore beaucoup de choses intéressantes que nous ferons pour le client russe. Récemment, un autre est venu. Il a même apporté un Yarostat et demande « Mais pour l'instant, nous ne prévoyons pas d'y aller ». Non, enfin, nous lui avons fait une offre commerciale préliminaire, nous verrons s'il y répond. Donc il y a beaucoup de tâches et aussi beaucoup de compréhension sur la façon de les réaliser. Toute la question est de savoir dans quelle mesure les gens comprennent correctement combien cela coûte. On croit souvent que l'aérostat transportable n'est qu'une bulle sur corde peu coûteuse, alors qu'en réalité, c'est un dispositif plus complexe qu'un dirigeable, et il a donc un coût. Une fois cela compris, on peut produire un aérostat transportable. Oui, pour cela, il faut des clients experts. Gennady, y a-t-il d'autres questions? Il y a aussi une recommandation d'un spectateur, devenir résident du fonds Skolkovo. Ils y accordent des subventions pour le dépôt de brevets en Russie et dans des formats internationaux. Oui, nous en viendrons très certainement à cette situation également. On le fera, on s'en occupera. Une question sur l'aérolait. Volera-t-il cette année? Tout le monde l'attend avec impatience. Maintenant, il ne reste plus que la météo. Si on s'assoit tous ensemble, qu'on médite ou qu'on allume un cierge à l'église pour que le vent tombe. La danse du beau temps. Oui, nous avons des collègues qui ont lancé un microlight, on l'a vu brièvement à l'écran. Ce n'est pas notre création, mais les gars ont juste décidé d'occuper un petit coin dans notre hangar. Ce sont aussi des passionnés. Ils ont eu leur danse. Apparemment, ça a aidé, malheureusement. On vous a aussi proposé en Yakoutie de très vastes surfaces de terrain. La question était alors de savoir si nous allions y construire un appareil. Maintenant, pour que tout se concrétise réellement, il faut finaliser tout le travail avec le client afin qu'il finance enfin ce projet d'envergure. Et bien sûr, là-bas, il y a des espaces absolument magnifiques. On peut tout y faire. Il y fait chaud, c'est propre et c'est moderne. Il faut juste désormais aller jusqu'au paiement de l'acompte. Y a-t-il eu réellement des succès commerciaux avec le dirigeable Nova 01? On a beaucoup évoqué l'existence d'un très important client russe, n'est-ce pas? Oui, et il est toujours là, il n'est allé nulle part. Et en réalité, il y a pas mal de demandes de la part des publicitaires russes. Laissez-nous le faire voler, attachons quelque chose dessus, nous sommes prêts à l'utiliser, il nous le faut ici. Mais il est primordial de bien comprendre qu'il s'agissait avant tout d'un prototype expérimental et dynamique, et non d'un produit finalisé. Par conséquent, nous ne pouvons ni le transférer à quelqu'un, ni en faire quoi que ce soit d'autre. Si la production de l'enveloppe avait démarré chez nous à l'automne, nous aurions justement pu, à ce même automne, lancer la version produit 0.1, la vendre et proposer des services. Mais le plus souvent, les services étaient nécessaires. C'était avant Dubaï, après Dubaï, ils veulent déjà acheter le produit. Nous n'avons pas pu honorer une certaine quantité de commandes à cause du manque d'espace, mais la commande n'a pas disparu. En fait, il y a des gens qui attendent que nous produisions les enveloppes. C'est triste.
On comprenait simplement que ce tissu, utilisé sur la version 0.1, est un peu trop léger pour un tel projet. Notre équipe, qui manipule cet appareil avec précaution, peut l'utiliser, mais le confier à des mains extérieures est risqué, il pourrait l'abîmer. Et c'est probablement ce qui arrivera, oui. Mais avec le tissu normal déjà en stock, en fabriquant nous-mêmes les enveloppes, ce sera possible. Une autre question un peu hors sujet, mais je la pose pour tous. À propos de la commercialisation, il se trouve que nous avons le système VGS, qui a été conçu et réalisé pour la nouvelle version 0.1, et il me semble que nous l'avons déjà commercialisé avec succès une première fois. Non, enfin, commercialiser, c'est vite dit, nous n'avons pas encore reçu d'argent non plus. C'est-à-dire que nous pouvons vendre le VGS pour les petits appareils. Oui, en fait, nous avons reçu une demande pour le système VGS, et nous avons envoyé une offre commerciale. Très probablement, je me disais juste que ce serait amusant si cette année il faudrait vérifier dans quel état d'avancement tout cela se trouve. Le VGS, c'est un système air-gaz qui maintient la pression dans l'enveloppe souple. Nous avons développé un mini VGS qui offre la possibilité de maintenir efficacement la pression dans l'enveloppe d'appareil, allant jusqu'à 250 mètres cubes, et si on en installe plusieurs de ces systèmes, d'ailleurs nous en avons déjà 2 unités pour la redondance sur le 0,01. C'est entièrement notre produit, notre propre développement, une microturbine très compacte. D'ailleurs, cette microturbine avec un diamètre de ventilateur de exactement 70 mm, si je ne me trompe pas, a montré lors des essais une pression supérieure à 1000 PA. Je considère que c'est une performance technique véritablement très convaincante. Bien sûr, nous n'avons pas besoin d'une telle pression dans l'enveloppe. La pression réelle dans les petits appareils est plutôt de l'ordre de 300 à 400 pascal. Mais dans ce cas, nous obtenons une bonne performance. Autrement dit, la performance du ventilateur correspond à la vitesse verticale de descente que nous pouvons nous permettre. C'est-à-dire que lorsque le dirigeable monte, l'air s'échappe du ballonnet, car le gaz se dilate. Dans ce cas, les soupapes s'ouvrent. Eh bien, les soupapes sont plus simples. Les pièces, là, le diamètre du disque est également de 78 mm. Et lorsque nous descendons, au contraire, le gaz se comprime, car la pression augmente. Et pour maintenir la pression dans l'enveloppe, il nous faut injecter de l'air dans le ballonnet, dans l'enveloppe. Cette microturbine, avec un diamètre de ventilateur de 78 mm, fournit environ 60 à 70 litres d'air par seconde à une pression de 400 pascal. Cela signifie concrètement que cette vitesse verticale de 6 à 8 mls peut être très facilement atteinte. Sur notre aérostat, elles sont améliorées. Sur la Nova 01, le son différait, alors qu'ici, elles deviennent même ultrasoniques. Parce qu'on y a utilisé d'autres moteurs. Et cela s'exécute très rapidement. Ici, nous avons utilisé d'autres moteurs. Si sur la Nova 01, nous installions encore des moteurs électriques tournant à 20 000 tours par minute, alors sur l'aérostat, nous avons des moteurs électriques qui font tourner cette microturbine à 32 000 tours par minute. C'est pourquoi le son tend déjà à se rapprocher de l'ultrason. Le dirigeable s'exécute vraiment rapidement. Par conséquent, la productivité est plus élevée, approximativement 2 fois plus élevée. Oui, pourquoi sommes-nous passés au VGS? Je dis ça parce que maintenant, il y a déjà une entreprise spécialisée, disons, qui a besoin même de petits composants. Il s'avère qu'ils s'adressent à nous, ils disent « Nous savons que vous en avez, faites-nous une offre commerciale » et ça fait plaisir. Et voilà, petit à petit, nous commençons à nous activer, et non seulement pour les dirigeables, mais on nous commande déjà même des pièces. Donc il y a encore, disons-le, un certain intérêt pour ces mini VGS, et nous attendons également quelque chose de concret. Autrement dit, les gens doivent payer, nous pouvons tout produire. Il ne reste plus qu'à attendre qu'ils soient prêts à nous donner leur argent, et nous leur remettrons notre produit. Donc, je me répète, ce n'est pas tout à fait le bon endroit, mais je vais quand même en parler. Solar Group a évoqué l'élaboration, via la Banque centrale, d'un moyen d'attirer officiellement des fonds de la population russe, disons. Y a-t-il des nouvelles à ce sujet? Eh bien, il faut poser la question à Pavel Filipov ou à Sergei Semenov. J'en sais partiellement quelque chose, mais ce n'est qu'un écho, donc je ne vais pas répondre à cela. Posez-leur directement la question. Passons donc maintenant à la suite. Y a-t-il eu des prises de contact directes de la part du gouvernement de Moscou pour aider à trouver des sites de production? De notre côté, non, et il me semble que de leur côté non plus. Non, il n'y en a pas eu. Je sais qu'il existe des ressources spécifiques et que le gouvernement de Moscou aide généralement. On peut s'adresser à eux, présenter un cahier des charges, etc. Mais là aussi, tout dépend d'un certain niveau d'investissement dans ces locaux ou de la rentabilité de l'entreprise que l'on y développe.
Et si nous mettons en place une production expérimentale d'enveloppes, il n'y a pas de rentabilité initiale. Il est trop tôt pour en parler car il sert un client interne. Pour nous, si les dirigeables restent expérimentaux, c'est pareil, mais pas pour l'immédiat. En général, il y a des difficultés, même si, je le sais, on peut dialoguer et modifier les conditions dans certaines limites. Jusqu'à présent, nous avons essayé de nous débrouiller par nos propres moyens. Peut-être faudrait-il y repenser. De plus, des connaissances avaient à proposer d'aider dès le début du projet. Il y avait des contacts, mais nous ne les avons tout simplement pas utilisés. D'accord. Encore une question. Il avait été mentionné que des paiements de récompense aux investisseurs seraient effectués à partir des projets de dirigeables publicitaires, que vous comptiez gagner de l'argent dans ce domaine. Cette direction a-t-elle été développée ou est-elle maintenant reléguée au second plan? Oui, j'ai déjà répondu. Concernant les paiements, dès la première commande, nous devions reverser l'argent aux investisseurs. C'est ce qu'avait dit Semyonov. Mais l'activité n'a pas eu lieu car, en fait, la production des enveloppes n'a pas été lancée. C'est triste, nous le regrettons, mais la proposition tient toujours, le client est là, vous attendez. Eh bien, sur ce, je pense que c'est tout. Il y a des questions qui se répètent, beaucoup de vœux, de félicitations et de nombreux mots de soutien. Donc, en principe, si nous avons tout discuté ensemble, nous pouvons conclure cette séance. Eh bien, je propose aussi de féliciter le spectateur, l'investisseur, le partenaire, l'ami, le camarade pour la nouvelle année. Vitali Ivanovitch, qu'aimerais-tu souhaiter? Attends, laisse-moi juste poser un peu les limites. Nous nous transformons tous ensemble en une équipe d'aéronautes. Et alors, qu'est-ce que tu nous souhaites à tous, y compris à toi-même, pour l'année prochaine? Que les aigles majestueux volent, sans rencontrer aucun obstacle, ça me va, voilà, quelque chose comme ça. Et à la fin du webinaire, nous avons préparé des vœux de la part de l'équipe Aeronova. Donc, chers amis, si vous êtes en direct, ne partez pas, restez avec nous, les vœux arrivent. Ah, c'est automatique. Bon, au revoir, à bientôt. Les amis, on se retrouve l'année prochaine, l'an prochain, dans le chat, ou envoyez la vidéo maintenant. Elle va apparaître juste ici maintenant. Laquelle? La nôtre. Ah non, je parle d'une autre, celle avec le vent, la tempête et les appareils. Voilà, les amis, bonne fête à tous. Au revoir à tous. Salut, salut. Bonne année à tous. Bonjour à toutes et à tous, chers amis, précieux collègues et partenaires. L'année 2025 touche désormais à sa fin. Cette année n'a vraiment pas été facile pour nous tous, mais elle a aussi été particulièrement productive et extrêmement intéressante. Cette année a marqué l'étape principale de la formation de notre entreprise Aeronova, c'est-à-dire l'affirmation de notre société en tant qu'équipe d'ingénieurs capables de créer des aéronefs et de construire des dirigeables. En repensant à l'année 2025 qui s'achève désormais, je tiens à souligner qu'elle a été véritablement productive et riche en émotions. Nous avons été les témoins privilégiés des premiers vols, des premières chutes, puis enfin des premières renaissances des dirigeables. Nous avons participé ensemble à des salons internationaux et avons pu observer la réaction du monde à notre égard. Nous avons échangé avec nos premiers clients, nos premiers partenaires intéressés. Nous avons noué des solides relations avec divers partenaires, des prestataires externes et des sous-traitants. L'année prochaine nous réserve assurément de nouvelles victoires et de nouveaux sommets à conquérir. Et, comme je l'ai déjà mentionné, nous espérons enfin atteindre la rentabilité commerciale dans la réalisation d'aéronefs, en allant bien au-delà du seul domaine des dirigeables. Et c'est ainsi que nous souhaitons sincèrement vous offrir tous ces projets, nos futurs projets, et nous tenons à vous souhaiter de tout cœur beaucoup de bonheur, une grande chance, de nombreux nouveaux vols, de nouvelles réalisations, ainsi que tout ce qu'il y a de plus merveilleux. Je nous souhaite également un grand succès pour l'année prochaine ainsi que la réalisation de tous nos projets et de très belles réussites créatives pour nous tous. Avec votre soutien, nous nous rapprochons de notre objectif, construire des dirigeables qui vont transformer l'aviation. Nous espérons créer ce bonheur ensemble dans l'année à venir. Et même si tous les projets n'ont pas été réalisés cette année, je suis convaincu que nous sommes sur la bonne voie, car ensemble, nous ne construisons pas simplement des dirigeables. Nous montrons que les rêves peuvent devenir réalité et que les idées du passé peuvent revenir dans le présent moderne à un nouveau niveau technologique. Cette année, nous avons construit notre premier appareil, le dirigeable Nova 01. Ce dirigeable a volé, il a volé avec beaucoup de succès. Il continue de voler et nous continuons à y tester différents modes.
Nous travaillons activement sur le projet suivant, le dirigeable Nova 2. Je vous souhaite sincèrement à tous bonheur, prospérité matérielle durable et paix intérieure. Vous voyez, c'est le nouvel an, je ressemble à un sapin de Noël avec des guirlandes. Alors, bonheur à tous, bonne chance à tout le monde, le meilleur pour chacun d'entre vous. On se retrouve très bientôt pour la nouvelle année. Bonne année, les amis. Que le bonheur vous accompagne. Et encore une fois, je vous présente mes meilleurs vœux pour la nouvelle année à venir. Santé, bonheur et réussite. L'année prochaine, nous lancerons nos nouveaux dirigeables, nos gammes, l'une après l'autre, et chaque année, il y en aura de plus en plus. Ils seront de plus en plus grands et voleront de plus en plus vite. Nous vous souhaitons tout le meilleur, la santé, le bonheur et du succès dans vos entreprises. Le plus important, c'est de souhaiter à vous tous une excellente santé, du bonheur et une bonne humeur. Passons tous de magnifiques fêtes ensemble. Bonne année à tous. Attendez-vous à de nouvelles avancées et à des projets passionnants de notre part dans la nouvelle année. Je vous souhaite à tous une très bonne année. Vraiment, je trouve que c'était super.